Merci, bonjour à tous, merci de votre présence. Alors effectivement, ce matin on était en altitude, on va redescendre en plaine, souvent dans nos villes en milieu plus urbain. Merci en tout cas d'être présent à cet échange qui va, comme ce matin, être très très riche pour ces rencontres botaniques alpines. Alors durant 2 heures à peu près, avec vos questions et vos réflexions, on va s'intéresser à la place et à la perception de la flore sauvage en milieu urbain et dans l'aménagement de la ville. Hier, plaines maraîchères, prairies naturelles ou lits de rivières tumultueuses, elles sont devenues aujourd'hui des places, des rues minérales ou des squares parfaitement ordonnés. Pourtant, profitant du moindre interstice entre les pavés, profitant d'un peu de terre au pied d'un arbre, d'un trou dans un trottoir ou de l'humidité de l'arrivée des chenaux au pied des immeubles, eh bien quelques plantes courageuses, vaillantes, tentent de reprendre un peu la place qu'elles avaient hier. Au mieux, coquelicots et bleuets, colorés, bien connus du grand public, sont tolérés par les passants. Et bien plus souvent, les plantains, laitrons, pâturins, perçus comme des mauvaises herbes, font salle et doivent être éradiqués. Alors, quelle place dans nos villes pour ces spontanés, pour ces sauvages ? Nous allons voir ça donc ensemble avec Nathalie Machon du Muséum national d'histoire naturelle, avec Ruth Benzinger, conseillère administrative de la ville d'Aunay en Suisse, c'est dans le canton de Genève. Alors conseillère administrative en Suisse, c'est l'équivalent du maire chez nous, hein, mais c'est des maires tournants, vous savez, ils font une année chacun. Emmanuelle Favre nous vient aussi de Suisse. Elle est spécialiste de la Direction générale de la nature et du paysage pour la partie flore, donc dans le canton de Genève. Lucille Lheureux, à ma droite, est adjointe au maire de Grenoble en charge des espaces publics et de la nature en ville. Jérôme Dutroncy est le vice-président de la communauté de la métropole grenobloise en charge de l'environnement, du climat, de l'air et de la biodiversité, élu à Fontaine, et Claude Boutron est lui élu à Gap, vice-président de la communauté d'agglomération du Gap-en-C, conseiller municipal à Gap et aussi président du conservatoire. Merci à tous en tout cas d'être avec nous. Évidemment, parmi vous, il y a beaucoup de spécialistes ou tout simplement d'usagers ou de représentants associatifs. Et durant cette table ronde, je compte sur vous. Prenez des notes, notez vos questions. Vous aurez évidemment la parole très largement. Alors pour commencer, avant d'en venir à nos échanges, je vous propose une introduction signée Nathalie Machon, donc professeure au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste en écologie urbaine. Je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Son introduction va nous servir de sommaire pour la table ronde. Je prends beaucoup de plaisir à sortir de mon laboratoire pour partager la recherche qu'on fait avec vous, avec les élus, avec les décideurs, d'autant que cette recherche est très appliquée, donc c'est très important pour nous de garder un pied dans la réalité et de pouvoir échanger avec vous. Alors les villes, ce sont des espaces bâtis où se concentre une forte population humaine, et dont l'espace est aménagé pour l'habitat, le commerce, le travail, l'éducation, etc. des humains. Et a priori, ces espaces ne sont pas des lieux privilégiés pour l'accueil d'autres espèces que l'espèce humaine. À travers le temps, les villes se sont beaucoup modifiées en fonction des avancées techniques et des besoins économiques. Et de plus en plus, il apparaît qu'il va falloir qu'elles se modifient en fonction des nécessités écologiques. Alors pour faire vite, la ville actuelle est clairement bâtie autour de l'automobile, des aménagements comme les banlieues dortoirs, des zones commerciales excentrées, des grands boulevards, des parkings. Beaucoup de choses sont faites autour du transport et surtout de la voiture. Et il y a encore peu, les notions d'environnement et d'écologie étaient complètement absentes des préoccupations des urbanistes ou des collectivités. Alors, ce sont d'abord des préoccupations en termes d'énergie, de gestion des déchets et de pollution qui ont vu le jour, il y a plusieurs dizaines d'années quand même, mais c'est encore plus récemment que le diagnostic environnemental s'est imposé dans les documents d'urbanisme. C'est encore plus récemment que les objectifs de protection de la biodiversité ont été intégrés à la démarche environnementale. Et maintenant, il s'agit de donner une place à la nature dans la ville.
Alors en quelques années, on peut dire, divers projets de villes vertes ou de quartiers verts ont vu le jour. Et donc, c'est une transformation à laquelle on est en train d'assister actuellement. Alors, quand on parle de verdure dans la ville, de quelle verdure on parle? Si je m'adresse à vous, c'est pour parler de la flore sauvage ou spontanée, c'est-à-dire cette flore qui choisit de s'installer un peu où elle veut, entre les pavés, comme on disait tout à l'heure, mais enfin, à beaucoup d'endroits de la ville. Et c'est un peu cette flore-là que vous êtes venu, sur cette flore-là que vous êtes venu entendre des choses. Mais en fait, dans la ville, les espèces domestiques et cultivées ont un impact fort sur tout l'écosystème urbain. Alors, pour les espèces animales, on pense aux chats, qui sont de redoutables prédateurs des oiseaux et des petits mammifères. Mais au niveau des plantes, on ne peut pas non plus négliger l'ensemble des plantes ornementales qui offrent, par exemple, du pollen et du nectar à un certain nombre d'insectes et donc ont un impact sur l'ensemble des chaînes alimentaires. Donc, même si l'objectif écologique est de favoriser les espèces locales et spontanées, la biodiversité urbaine, c'est un ensemble très complexe d'espèces qui sont en interaction les unes avec les autres et qui sont en interaction avec nous. Nous-mêmes, nous sommes un élément de ces grandes interrelations qui se passent au niveau de la ville. Alors, nous, les humains, on est quand même très omniprésents, évidemment, et donc on joue un rôle majeur sur l'ensemble de cet écosystème. Alors, comment les décideurs, les collectivités en sont-elles arrivées à se préoccuper de fonctionnement écologique et de préservation de la biodiversité? J'en parlerai davantage à 17h30 dans mon exposé, parce que j'aurai un peu plus de temps. Mais ce qu'on a démontré, nous, écologues, c'est que la biodiversité rend des services qui sont indispensables, voire même carrément vitaux à l'espèce humaine, et en ville, au moins autant qu'ailleurs. On peut classer ces services en différentes classes. Il y a les services d'approvisionnement, qui concernent par exemple la production fruitière ou légumière, et qui voit son intérêt augmenter en ville avec le renouveau de l'agriculture urbaine sous toutes ses formes, les AMAP, les jardins collectifs, les potagers sur les toits, etc. Une autre classe de services, ce sont les services culturels. On sait très bien que les espaces verts servent au plaisir, au loisir des citadins et qui sont indispensables à la vie en ville. Et les relations entre la qualité naturelle de l'environnement et le bien-être moral et physique des citadins sont maintenant très bien démontrées. Il y a de nombreux articles qui en font état. Ensuite, on a les services de régulation, par exemple régulation hydrique, dépollution de l'air, de l'eau, du sol, et puis surtout le service de rafraîchissement de l'atmosphère dans les périodes de canicule. Donc c'est la biodiversité végétale qui a une influence très forte sur ce rafraîchissement. En fait, l'expansion de la ville impose la prise en compte de la préservation de la biodiversité. En France, 20% du territoire français est urbanisé, donc c'est énorme. Et comme on a essayé d'imposer des règles aux agriculteurs, il faut maintenant que des règles soient incluses dans l'urbanisme. Alors, c'est déjà le cas dans de nombreuses chartes de l'environnement qui sont construites par les municipalités. Et nous, écologues, nous travaillons à définir comment mieux agencer l'espace urbain pour une meilleure préservation de la biodiversité. On sait, par exemple, qu'il est très bénéfique de construire des réseaux verts qui permettent la jonction entre les parcs, qui forment une trame verte qui relie les cœurs des villes avec la campagne environnante. Et donc, la construction de cette trame verte est indispensable pour la biodiversité et donc pour les citadins. L'abandon des produits phytosanitaires, c'est un énorme progrès, bénéfique à la fois pour la biodiversité et pour la santé publique, pour la santé des citadins. De nombreuses études montrent à quel point l'utilisation de ces produits peut être dangereuse et donner des maladies terribles. Et puis on pense aussi aux techniciens qui avaient la charge d'épandre ces produits. Et bon, il y en a encore, parce que la loi n'est pas encore appliquée partout. Enfin, elle n'est pas
en état d'être appliquée partout, mais néanmoins, on voit de plus en plus quand même de villes qui ont abandonné les produits phytosanitaires. La gestion des parcs est de plus en plus différenciée en fonction des usages. Les friches sont vues comme des réservoirs précieux de biodiversité. Les jardins comportent de plus en plus d'espaces naturels peu ou pas gérés. Et le bilan, je peux l'annoncer, fait que parmi tous les écosystèmes qui composent notre pays, le seul qui voit sa biodiversité s'enrichir, c'est l'écosystème urbain. Les modifications de pratiques, malheureusement, ne sont pas forcément acceptées par tous. Et un certain nombre d'élus se voient critiqués sur leur laxisme envers les herbes folles ou autres espèces indésirables. Notre culture de propreté et de protection n'est pas forcément sensible à la présence d'une nature contre laquelle on s'est beaucoup battu par le passé. Néanmoins, les mentalités changent, la perception de la biodiversité se modifie. De toute façon, il ne s'agit pas non plus de faire de la ville une forêt vierge où l'humain ne se retrouvera plus, bien évidemment. Et nous, les chercheurs, on travaille aussi à essayer de rendre plus populaire la nature dans les villes. Donc on met en place des programmes de sensibilisation à l'environnement qui reposent en particulier sur les sciences participatives et qui sont développés pour réconcilier les citadins avec la biodiversité et aider les collectivités à faire accepter leurs changements de pratiques. Et nous, les écologues, on travaille sur ce sujet parce qu'on sait bien que le citadin du 21e siècle est très dépendant de son environnement naturel. Voilà, je vous remercie. Merci Nathalie, prenez le micro. Merci Nathalie Machon, je vous l'avais dit, une très bonne introduction qui va nous servir de sommaire. On va évidemment largement revenir sur plusieurs points que vous venez d'évoquer et on va les illustrer. On va évidemment revenir sur la perception de ces spontanés, sur les évolutions culturelles. On va d'abord s'arrêter justement sur le retour de ces spontanés, de ces sauvages. Alors on m'a dit pourquoi vous les appelez spontanés. Alors on va dire, petit point de vocabulaire, on parle de spontanés par opposition aux espèces horticoles, c'est ça, pour faire simple ? Oui, aux espèces qui sont cultivées, qui sont sciemment plantées à un endroit pour leurs caractéristiques esthétiques ou pour le fait qu'elles donnent des fruits ou des légumes. Donc les spontanés, c'est les plantes qui poussent toutes seules sans demander rien à personne à des endroits parfois très inattendus. Mais qui finalement ne font que reprendre leur place. Alors elles n'étaient pas forcément là avant, néanmoins, effectivement, elles prennent une place et surtout elles prennent une fonction dans l'écosystème et c'est la diversité de ces espèces spontanées qui fait le fonctionnement de l'écosystème et les services rendus. Alors, ce retour des spontanés, il est inévitable et indispensable, selon moi. Alors, indispensable, notamment pour une question de biodiversité, vous l'évoquez, inévitable pour atteindre le fameux objectif du zéro phyto, une obligation du Grenelle de l'environnement d'ici 2020. Je propose un premier tour de table pour s'échauffer et pour que vous me disiez un peu où on en est dans vos communes, dans vos territoires respectifs en matière de zéro phyto. Ruth Benzinger, prenez le micro. Alors, en Suisse... Autour donné, comment ça se passe ? Le zéro phyto, ça y est, c'est déjà acquis. Je sais pas si, ouais, c'est bon. Bon, évidemment, au niveau des différents cantons suisses, les différentes communes suisses ne sont pas tous au même niveau. Tout dépend un peu de la volonté des élus, qu'ils soient à l'exécutif ou au niveau du législatif. On n'est pas toujours libre de ce qu'on peut entreprendre. Mais effectivement, j'ai la chance d'être dans une commune qui se préoccupe de la biodiversité depuis une quinzaine d'années et qui, depuis 2008, a fait des principes de gestion des espaces verts communaux un principe. Donc, d'une part, en fixant par écrit ce qui est déjà fait, ce qui évite que ça puisse être défait trop facilement par la suite si les exécutifs ou les politiques changent, et puis qui donne aussi des principes pour l'avenir. Donc, effectivement, actuellement, il n'y a, pour ainsi dire, il n'y a plus de produits phytosanitaires utilisés, sauf à certains endroits, cimetières ou comme ça, au point par point, donc à la plante près. Le désherbage se fait par thermique, alors on peut aussi se dire, méthode thermique peut aussi être contestée, on est bien d'accord. Et puis sinon, tout ce qui est travail sur les indésirables, enfin les espèces indésirables qui vont sur les plantes, chenilles processionnaires, pucerons sur les rosiers, ou qu'est-ce qu'il y avait encore ? Qu'on a dernièrement vu, la pyrale du buis, voilà. Oui, la pyrale, oui, donc
Donc lutte intégrée pour toute, lutte biologique, lutte intégrée pour toutes ces espèces. Et puis on a surtout la chance, vu qu'on travaille depuis une dizaine, quinzaine d'années sur cette thématique, d'avoir une équipe de personnel administratif qui est convaincue. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel aussi quand on fait des opérations de sensibilisation auprès du public. Le personnel est là, il vient les samedis, il vient les dimanches. Et ça aide justement un peu à atténuer ce côté qu'on entend encore des fois, des communes voisines ou comme ça, où malheureusement, quand on tombe trop tard, etc., qu'il y ait du laxisme, etc. Donc c'est vrai que c'est utile. Alors on évoquera évidemment l'évolution aussi de culture pour les jardiniers, le personnel des espaces verts, et puis le nécessaire accompagnement de la population. J'en reviens au zéro phyto. Alors Agap, Claude Boutron, comment ça se passe? Le zéro phyto, ça y est, c'est acquis? Alors, ça dépend. En fait, Gap est un petit peu un cas particulier puisque nous sommes une ville de 40 000 habitants, mais une ville dans une commune très étendue de plus de 100 km² avec une bonne partie rurale. Donc, le maire de Gap a coutume de dire que Gap est la première commune rurale du département des Hautes-Alpes, et je crois que c'est tout à fait vrai. Alors pour ce qui est de la ville strictement, donc la politique a été menée, c'est de diminuer fortement l'utilisation des produits phytosanitaires. Je crois que c'est à peu près 10 fois moins que ce qui avait été dans le passé. Donc c'est l'évolution que nous avons actuellement. Bon, il faudra tenir de toute façon 2020, donc ça c'est une obligation. Lucille Lheureux à Grenoble, on en est où? J'ai eu la chance, en arrivant il y a 2 ans, de découvrir que les services techniques étaient très en avance et très porteurs sur ces questions, et que donc le zéro phyto était déjà appliqué à Grenoble, que ce soit pour les services des espaces verts, mais aussi pour les services de la propreté urbaine, ce qui est pour le coup beaucoup plus difficile à mettre en œuvre de manière générale, et que c'était déjà plutôt bien porté par les agents eux-mêmes, que du coup les riverains, les Grenoblois, commencé il y a 2 ans à savoir que ça se faisait, à le comprendre, pas encore forcément à l'accepter, mais que pour le coup, petit à petit, comme c'est à la fois porté par les agents et à la fois porté par les élus, c'est quelque chose qui, je trouve, est de plus en plus accepté par les Grenoblois. Alors on a dans la salle des jardiniers de Grenoble qui témoigneront tout à l'heure s'ils le veulent bien, avec notamment un programme de lutte intégrée, là pour le coup, qui est testé régulièrement et depuis des années. Et puis il y a une richesse à Grenoble qui est que les plantes plantées dans l'espace public sont produites sur le territoire, et que donc il y a une cohérence dans la gestion et l'anticipation au départ de la plantation. Produite dans les serres municipales. Alors on parle beaucoup de communes, mais vous savez maintenant l'approche elle est intercommunale et chez nous elle est métropolitaine. Jérôme Dutroncy, alors il y a un plan air, énergie, climat qui est en place. Est-ce qu'on réussit déjà à fédérer l'ensemble des 49 communes de la grande métropole grenobloise sur cette question précise du zéro phyto? Pas encore tout à fait. On a beaucoup travaillé ces derniers mois à se définir notre rôle par rapport à celui des communes. Effectivement, l'échelon métropolitain, par les transferts de compétences qui ont eu lieu en 2015, est très très nouveau. On a récupéré la voirie, on se pose la question, on a lancé la réflexion sur le futur PLUI, beaucoup de choses qui ont un impact effectivement sur la manière dont demain on aménagera le territoire, dont demain on construira l'espace public. Et donc on a un rôle effectivement d'animateur beaucoup plus affirmé. Et dans ce rôle d'animateur, on a clairement identifié l'idée de diffuser les bonnes pratiques, notamment zéro phyto. Puisque, dans le plan air-climat, qui est un plan métropolitain. Qui fait partie, effectivement, cette question-là fait partie, je dirais, de la question de la résilience du territoire et de l'adaptation aussi au réchauffement climatique, donc effectivement qui rentre tout à fait dans ce cadre-là. Alors on évoquera évidemment un peu plus longuement les différentes actions de ce plan air-climat. Je le disais aussi, le retour de ces spontanés en ville, il est indispensable. Et Nathalie Machon nous le disait, c'est un gage de biodiversité. Alors on va y revenir. Nathalie Machon, récupérez le micro et précisez votre pensée. Vous avez été un peu rapide. Cette biodiversité, en quoi est-ce qu'elle est essentielle et en quoi ces sauvages peuvent nous aider?
Alors d'abord, à partir du moment où les zones urbaines sont très étendues, on ne peut pas imaginer zéro espèce animale et végétale sur ces zones-là. Ça veut dire qu'il y a des grands pans du territoire où il n'y aurait plus du tout d'espèces. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de services qui ne seraient pas rendus. Ça veut dire une fragmentation qui fait que les espèces seraient confinées à des espaces trop restreints. Donc évidemment, il faut aménager l'espace urbain pour accueillir des espèces animales et végétales pour que l'ensemble du territoire soit quand même accueillant pour la biodiversité. D'autant que cette biodiversité, elle rend des services. Donc à partir du moment où on veut faire de la production légumière en ville, on a besoin de pollinisateurs. Et les pollinisateurs, ils ont besoin d'habitat, de se nourrir, etc. Donc, pour ces services-là, si il fait trop chaud, le fait d'avoir de l'ombre, des espaces verts, des pelouses, etc., ça régule la température. C'est la biodiversité qui peut faire ça. Les bâtiments tout seuls enfin, ça coûterait trop cher de tout rafraîchir. La biodiversité fait faire des économies énormes. Mais donc, du coup, c'est aussi une question de santé publique, de ce que vous me dites. Alors, c'est une question de santé publique. On sait très bien que les quartiers complètement minéraux sont invivables. Et il y a tout un tas de maladies qui sont très amoindries à partir du moment où la qualité de la biodiversité est là. Paradoxalement, par exemple, il y a moins de phénomènes d'allergie dans les quartiers où il y a beaucoup de biodiversité, parce que les pollens allergènes sont relativement minoritaires par rapport aux autres, parce que les gens sont au contact de ces pollens régulièrement et donc ils développent moins ces allergies. Et puis toutes les maladies liées au stress sont un peu moins importantes dans ces quartiers. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir se promener dans un espace vert avec des couleurs, des formes qui sont très différentes, plutôt que le parvis d'un espace complètement... Attendez, vous êtes écologue, vous avez mesuré le fait qu'il y a des gens moins stressés dans les espaces qui sont végétalisés. Alors, on fait promener les gens, c'est pas une manip à moi, mais on fait promener les gens dans des espaces qui sont avec de la biodiversité, c'est-à-dire des arbres, des arbustes, des plantes, etc. Et on peut mesurer leurs hormones de stress. Et quand on compare à des gens qui se sont promenés dans des rues complètement minérales ou alors même dans des espaces verts où on a seulement de la pelouse, la comparaison est vraiment en faveur de ces espaces pleins de biodiversité. Lucille Lheureux, on a constaté à Grenoble que les gens étaient moins stressés quand il y avait de la verdure. On remet de la végétation au pied d'immeubles à Grenoble. C'est pour ça ? Déjà, j'aimerais bien qu'on dise pas Enfin, moi, déjà, j'aime pas, mais je sais pas si les gens dans la salle, ils aiment bien qu'on dise verdure quand on veut dire végétalisation. Alors, on met de la nature. On peint pas les immeubles en vert. Donc, je sais pas si on a constaté que les gens sont moins stressés. En tout cas, ce que moi, je constate, c'est que côté politique, pour porter les enjeux de biodiversité, il ne suffit pas de porter des enjeux autour du réchauffement climatique, de la biodiversité, etc., donc des enjeux purement environnementaux. C'est bien de faire comprendre aux gens que dans leur vie quotidienne, ça a des effets et que la porte d'entrée par les usages, c'est un peu la clé pour les amener petit à petit à cette éducation à la biodiversité. Et donc la démarche que nous, on a entamée autour du jardinage, par la création, par l'ambition et la volonté des gens de recréer du lien social dans leur quartier à des échelles très fines, donc à l'échelle d'une rue, d'un pâté de maison. En fait, on les amène petit à petit, donc notamment les services de la ville, à prendre conscience que eux, ce qui les intéresse, c'est d'aller planter quelques aromatiques et quelques fraisiers. Mais du coup, par là, on les amène à prendre en compte les enjeux de biodiversité et notamment à accepter les plantes sauvages qui pourraient se joindre à leur plantation. Et du coup, c'est plutôt l'approche par les usages et par le lien social qui, côté politique, est la meilleure porte d'entrée pour amener petit à petit les gens sans les braquer à ces questions de biodiversité. Aussi un accompagnement pédagogique, du coup. Tout à fait. Mais on parlait de pullulation de certaines espèces indésirables. On sait que les pullulations, elles se forment dans des écosystèmes qui sont très, très abîmés, très détériorés. Un écosystème en bonne santé, les régulations se font et donc il n'y a plus besoin d'utiliser les produits phytosanitaires, etc. parce que ça marche tout seul en fait. Cette biodiversité, alors petit zoom sur le canton de Genève, Emmanuel Favre, l'écosystème naturel dans le canton de Genève représente 1/4 du territoire. Ça paraît énorme. Vous avez fait un inventaire très précis de toutes ces espèces d'ailleurs naturelles. Alors effectivement, 1/4, c'est le chiffre qu'on donne, mais soyons clairs, quand on parle de SCAR, on compte le lac, on compte les cours d'eau, on compte les forêts. Et si je vous parle de milieux protégés, des hotspots du canton de Genève, on est à moins de 3%. Voilà, juste pour remettre les chiffres à leur place.
Et puis effectivement, on a une excellente connaissance de la nature dans le canton de Genève. On a un passé de botanistes, de Saussure et compagnie depuis des années et des années. Donc on a une excellente connaissance historique et récente avec le travail que fait les conservatoires et jardins botaniques notamment. Et on a un inventaire, je ne vais pas dire exhaustif, c'est complètement faux, mais on a une bonne connaissance quand même de la végétation par les espèces et par les milieux. Donc on a aussi depuis quelques années une cartographie couvrante des milieux naturels du canton, à une échelle comme ce qui est prévu ici, mais à une échelle un tout petit peu plus précise, et qui nous permet effectivement de savoir à la fois où sont les espèces et où sont les milieux qui potentiellement accueillent des espèces si on ne les a pas déjà trouvées. Alors ça, je comprends bien sur les milieux naturels et sur les milieux très urbains. Est-ce que vous avez fait ce même travail de recensement ? Alors le milieu urbain, c'est le parent pauvre. Hein. Effectivement, c'est nettement moins intéressant d'aller arpenter les rues de la ville que les jolis petits cours d'eau en nature, hein, qu'on soit d'accord. Mais effectivement, on est en train de combler ce manque parce qu'effectivement, il y a un manque. Donc il y a tout un programme qui se fait avec Sophie Vallée qui est dans la salle, qui fait un inventaire de la nature en ville, de la biodiversité en ville. Donc elle s'occupe de la flore pour le Conservatoire et Jardin Botanique. Il y a une personne qui s'occupe aussi de la faune et des structures, donc de potentiels biodiversité, des écosystèmes potentiels. Et puis voilà, c'est en train d'être fait. Donc c'est pas sur l'ensemble du territoire urbain, c'est un échantillonnage qui est fait. Et puis il y a des relevés le long d'un transect de toutes les espèces qui sont rencontrées, qu'elles soient spontanées ou horticoles. Pour l'instant, on a pris toutes les données. On verra après comment on va les faire parler, quoi. Et puis l'idée, évidemment, de tout ça, d'avoir de la connaissance et puis après de pouvoir caractériser l'espace urbain et puis pouvoir tirer les curseurs là où il y a des manques en termes de milieux humides, de milieux arborés et compagnie. Jérôme Dutroncy, ce travail sur la métropole grenobloise, il est quasiment identique parce que là, c'est pareil, on a un visage de cette grande métropole qui est très varié, qu'on soit dans une commune rurale ou au contraire en plein cœur de Grenoble ou d'Échirolles. C'est la première chose à faire, effectivement, c'est de bien connaître son territoire. Et nous, avec la métropole, on a plutôt un regard macroscopique sur ces questions. Je reviens juste un instant sur le lien entre la biodiversité et l'impact sanitaire. On a souvent, à notre échelle, focalisé sur les nuisances ou la mauvaise qualité de l'air qui impactent la santé, mais la santé de l'environnement a un impact aussi sur la santé publique. Et donc si on ne s'approprie pas la question de la santé de l'environnement, et donc la santé de sa biodiversité, on se prive effectivement d'une propre santé publique qui en est directement reliée. C'est ce que Nathalie Machon expliquait en introduction. Et donc à partir de là, notre logique, c'est de dire on a un état des choses qu'il faut connaître le mieux possible. C'est le diagnostic, c'est effectivement répertorier les choses. Et puis préserver là où on a vraiment des zones d'habitat, des réservoirs de biodiversité, tout en essayant d'élargir ces périmètres par effectivement des trames vertes et bleues, des grands corridors. Et ça passe en milieu urbain par une prise de conscience que cette appropriation de l'espace public va permettre justement la bonne vie et l'évolution positive de ces aspects-là. Sur la métropole grenobloise, 48% de la surface est en espace forestier, 21% en terre agricole. Donc on voit que la métropole est quand même très étendue. Et alors j'ai un autre chiffre qui m'a surpris, 1367 espaces végétals sur la métropole. Nathalie Machon, 70% de ces espèces sont aussi présentes en ville. Alors je ne sais pas... ce chiffre, 1300 espèces qui sont... sur l'ensemble de la métropole, donc oui. Rural, urbain, mais ces espèces, on les trouve aussi en ville, en hypercentre. Alors sûrement pas les 1300, hein. Mais plusieurs centaines, ça fait aucun doute. Je donnerai les chiffres tout à l'heure. C'est les espèces qui supportent quand même bien la cohabitation avec les humains, hein, qui peuvent supporter la ville. Donc sur les 1300, il y en a qui sont trop fragiles pour supporter la pollution, le piétinement, la chaleur aussi, hein, il fait un peu plus chaud en ville qu'ailleurs.
Et puis des régimes hydriques un peu bizarres, hein, parce que quand on pousse sur un trottoir et qu'on n'est pas arrosé délicatement tous les matins, il faut supporter des fluctuations. Voilà. Alors, à Gap, ça se passe comment la richesse de la biodiversité? Vous allez vous lancer dans un inventaire en ville. Comment ça va se passer? Prenez le micro. Hop. Gap, je voudrais dire que la ville de Gap a eu depuis très longtemps une action au niveau de la biodiversité, bien avant qu'on en parle en fait et que ça devienne un sujet à la mode, notamment par la politique volontariste de notre ville pour l'implantation du Conservatoire botanique national alpin sur le domaine de Charence. Donc ça a été une volonté politique forte, pas du maire actuel mais de son prédécesseur, d'implanter cette belle structure sur le domaine de Charence, qui est un domaine municipal aux portes de la ville, et avec un financement important de la ville. Donc la ville de Gap est un des principaux financeurs, après l'État et la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et la ville de Gap aussi met à disposition gratuitement des locaux importants pour le Conservatoire botanique. Et le Conservatoire botanique était un des hauts lieux de l'étude de la biodiversité au niveau du territoire alpin, puisque notre domaine d'agrément va de l'Ain jusqu'au Verdon au sud. Et puis aussi, sur le même domaine de Charence, la ville a favorisé l'implantation du siège du Parc national des Écrins, qui est aussi un organisme phare au niveau de l'étude de la biodiversité. Alors sinon, au niveau de notre ville, il se trouve que la commune de Gap est un peu à la limite entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Et donc ça donne une diversité au niveau de la flore particulièrement remarquable. À la fois alpine et méditerranéenne. Oui, on est à la fois Alpes du Nord et Alpes du Sud. Et avec un gradient d'altitude important, le point culminant de la commune doit être à 2400 mètres d'altitude. En bas, on est à 600 mètres, et avec deux climats très différents. Et par ailleurs, donc, notre ville a une politique au point de vue parc public. On a créé un nouveau parc public de 5 hectares au sud de la ville. On a acquis des terrains importants le long de la rivière La Luye pour faire une continuité sur le long de la trame bleue dans la ville. Et puis, il y a ce fameux domaine de Charence, qui est un domaine municipal depuis un certain nombre d'années maintenant, et où est implanté le Conservatoire botanique. Et l'an dernier, on a mis en place des comptages pour voir le nombre de personnes qui y rentraient. Et sur une partie seulement d'année 2015, on en est à 150 000 personnes venant dans ce domaine. Donc les Gapençais ont la chance d'avoir un domaine magnifique, de grande surface, avec une très belle vue, qui est quasiment dans la ville. Mais attention, on n'est pas dans la situation de la métropole de Grenoble. On est une ville plus petite, les distances sont beaucoup plus courtes, et donc un Gapençais, en quelques minutes, est au domaine de Charence pour faire du jogging en fin d'après-midi. On n'est pas du tout comme à Grenoble, ville que je connais bien, parce que j'y ai habité de très nombreuses années. Claude Boutron, vous parlez de la relation de la nature et des habitants. Jérôme Dutroncy, cette relation, alors Lucille Leroy en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que la nature, elle a aussi un rôle culturel, un rôle de lien social en ville, a fortiori. Je vais résumer effectivement cette question. On a un jardin, il est commun à tous, il faut le jardiner. On a besoin de jardiniers du coup, et ces jardiniers, c'est tout un chacun. C'est dans un certain nombre de cas des services municipaux, des services métropolitains, demain sur les voiries, qui sont désormais compétences métropolitaines, sur les agents qui vont avoir à intervenir sur les voiries, doivent avoir à un moment donné intégré les enjeux pour gérer la voirie différemment que ce qu'on a pu faire par le passé. Alors j'ai lu dans le plan d'action, le plan Air Climat, l'action numéro 2, définir 4 sites d'expérimentation métro pour la biodiversité. Donc il y aura des zones tests comme ça pour inciter les gens à se réapproprier l'espace public ? Je pense qu'on va même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'intégrer de manière transversale ces enjeux dans nos services, mais on a besoin effectivement, vis-à-vis du grand public, d'une part de faire en sorte que le grand public puisse mettre un nom sur les choses. Il faut que, je crois que c'est une première entrée de cet aspect culturel que vous évoquiez. Si on ne sait pas ce que c'est, si on ne met pas de nom sur les choses, on n'est pas en capacité de savoir effectivement à quoi ça sert. Donc il y a vraiment cet aspect-là en premier lieu à réintégrer et avec les espaces naturels qui jouent un rôle, à mon sens, important, qui seront demain, en tout cas c'est l'objectif de la métropole, d'en faire des théâtres de la biodiversité.
qu'on aille dans un espace naturel aussi pour comprendre, apprendre sur la nature, mieux vivre avec, et du coup mieux l'appréhender aussi en milieu urbain. Emmanuel Favre, vous avez travaillé là-dessus, vous, dans le canton de Genève, sur cette relation de la population avec la nature. On aime bien, ou on peut bien aimer que ce que l'on connaît, nous dit Jérôme Dutroncy. Alors oui, ça me paraît évident. Effectivement, quand on a mis un nom sur quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de négliger. C'est assez logique. Après, la relation de l'homme avec la nature, c'est clair que voilà, c'est comme partout, quoi. C'est la nature, on a déjà tous notre définition. Dans cette pièce, je pense qu'on a à peu près tous la même définition. Mais à l'échelle d'une agglomération ou d'une commune, on a tous plus ou moins notre vision de la nature et de qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ou en tant que biologiste, je n'ai pas la même vision qu'un élu, même s'il aura envie de faire ça très bien aussi. Dans le canton de Genève, exemple d'une action concrète mise en place pour présenter cette biodiversité à la population? Alors, on n'est pas très bon en communication. Il y a une opération dans les jardins, je crois. Voilà, oui, voilà. Ok, alors il y avait ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas. C'est assez difficile. On communique très peu quand même sur ce qui est fait. Après, à l'échelle des communes, c'est différent, mais à l'échelle du territoire, il y a peu de coordination en termes de communication. Ce qui avait été fait, effectivement, ça a été lancé en 2010. Ça s'appelle la Charte des jardins. Donc, c'est un guide des bonnes pratiques, en fait, à l'usage. Ça peut être décliné pour les communes, mais c'était conçu à la base pour les particuliers. Donc c'est quelque chose qui est complètement incitatif, on s'inscrit et puis on reçoit son guide des bonnes pratiques qui est assez varié. C'est utiliser les arbustes indigènes, c'est éviter de tondre la pelouse 4 fois par semaine, c'est enlever la clochette du chat, par exemple. C'est aussi une des mesures qui est préconisée. Et puis après, c'est possible de s'identifier avec une petite plaquette qu'on pose devant chez nous, puis comme ça se diffuse auprès des voisins qui se demandent qu'est-ce que c'est. Et puis... Ça fait tache d'huile. Exactement, ça fait tache d'huile. Alors on va s'intéresser à cette perception des spontanés en ville. D'abord, juste l'avis de Lucille Lheureux. Les sauvages en ville, ça fait sale. Mais non. Je suis sûr que vous entendez ça 50 fois par jour. Mais de moins en moins. Ah, alors expliquez-moi. Les agents de la propreté urbaine sont pour le coup devenus, même s'ils sont un peu timides, toujours les agents, de raconter leur métier, je trouve qu'ils incités aussi par leurs élus et encouragés par le fait que c'est un discours politique et pas seulement un discours pratique, arrivent mieux à expliquer ce qu'ils font. Et donc les Grenoblois, qui certes ont l'habitude de moins en moins, enfin qui avaient l'habitude, pour considérer que leur rue était propre, de regarder si elle était absolument nette et vide, petit à petit se réhabituent à y retrouver du végétal. Et donc c'est le plus fort enjeu d'arriver à faire comprendre aux gens que regarder sa rue et la voir propre, c'est pas la voir vide. Mais c'est vrai que autant les gens vont se réjouir de trouver un petit hérisson qui se balade dans leur rue et de se dire oh c'est super chouette la biodiversité, autant quand ils voient un pissenlit, ils n'ont pas forcément cette attitude-là. Et du coup, il y a je pense que la plus grosse charge que nous on a côté politique, on pourra en parler sur l'aspect réglementaire et comment est-ce que dans les pratiques on avance, mais ça, nous on a pour rôle et pour mission que de soutenir des propositions techniques qui nous sont faites, mais on ne pourra jamais faire les propositions techniques, c'est pas dans nos compétences. En tout cas, la plus grosse part de notre fonction, c'est l'aspect communication. Il y aura des opérations de com, très concrètement, pour expliquer qu'un pissenlit sur un trottoir, c'est pas sale? Alors, on a 2 outils principaux pour tenir ce discours-là. C'est tout ce qui va être de la communication interne, tout ce qui va être de l'ordre du journal de la ville, du site internet de la ville, etc., ou des prospectus que l'on peut éditer, ce qui est quelque chose que l'on s'attache à faire. Dans le journal de la ville, j'essaye de glisser à l'oreille des rédacteurs que ce serait bien qu'à chaque fois, il y ait un petit peu un article sur la nature en ville. Donc jusque-là, je suis plutôt satisfaite. C'est quelque chose qui est très présent dans le journal que l'on édite. On a édité des prospectus, des documents autour du jardinage. Mais l'autre chose que l'on ne doit pas oublier de faire, c'est l'intitulé de ma délégation, c'est de se dire que la nature en ville ou l'environnement, c'est pas quelque chose qu'on rajoute en plus. C'est pas un élu dans un coin qui va aller toquer à la porte de chacun des autres élus sur toutes les autres délégations. C'est bien transversal. Et de dire, vous oublierez pas à la fin de penser quand vous aurez tout aménagé. D'où l'intitulé de cette délégation, espace public et nature en ville, de ne pas décorréler l'un et l'autre et de ne pas se dire que ce sera un supplément plus tard pour faire Julie. Nathalie Machon, puis Ruth Benzinger. Nathalie, sur la perception de ces spontanés, elles font sale en ville, mais c'est un peu différent. C'est ce que je disais en introduction. Si la plante sauvage est belle, on est un peu plus tolérant avec elle en ville. Oui, si elle est belle et puis si on la connaît.
Tout à fait. Alors en fait, je ne suis pas sûre que ce soit les plantes elles-mêmes qui paraissent sales, mais il est vrai que c'est difficile de nettoyer quand il y a de la végétation. C'est plus facile de balayer un trottoir s'il n'y a pas un pied d'arbre tout enherbé. Et donc les pieds d'arbres enherbés ont été... sont devenus des poubelles. Il y a beaucoup de mégots, de canettes, etc. C'est très difficile à nettoyer. En plus, les gens qui ont des chiens leur laissent faire les besoins parce qu'il y a de l'herbe. Ils estiment que du coup, c'est pas la peine de ramasser les déjections. Et donc, forcément, quand c'est la nature en ville, c'est ça fait pas envie. Donc, ça veut dire que non seulement il faut que les gens s'approprient les espèces, les reconnaissent et aient envie de les protéger, ça veut dire aussi qu'ils se disciplinent un peu sur la question de jeter les choses par terre. Et puis, ça veut dire aussi gérer. Et gérer je comprends que pour les élus, ça soit un casse-tête, parce que c'est très joli au printemps, les petites plantes avec leurs fleurs, etc. Mais quand ça commence à défleurir et à sécher, c'est vrai que esthétiquement, c'est pas ça. Donc, il faut quand même beaucoup d'énergie pour réussir à garder un caractère esthétique à une ville qui accueille de la biodiversité sauvage. C'est sûr, c'est difficile. Ruth Benziger, comment est-ce qu'on fait pour que les habitants d'une ville, d'une commune, soient plus tolérants avec ces sauvages ? Alors, tout d'abord, c'est vrai que notre intérêt, c'est de faire en sorte que les habitants soient sensibilisés à la biodiversité. Mais pour revenir un peu sur le côté culturel et société, on a aussi besoin que la biodiversité, le fait que les espaces extérieurs soient plus diversifiés et le fait de sensibiliser les gens effectivement à cette biodiversité qui est proche de chez eux contribue aussi à les identifier à leur territoire. C'est vrai que nous, dans une commune périurbaine, on a une forte densité de population et un des problèmes qu'on a actuellement en termes de sécurité dans les villes, c'est que les gens ne s'identifient pas au quartier dans lequel ils vivent. Les gens passent d'un quartier à l'autre. Et c'est vrai que cette donc là, je ne passe pas de verdure, mais je parle vraiment de biodiversité en ville. Le fait de remettre des espèces, le fait de remettre des prairies fleuries, le fait de voir par le biais des espèces naturelles le rythme des saisons, c'est quelque chose qui, effectivement, c'est quelque chose de rassurant. C'est quelque chose qui fait que les gens se reconnaissent dans leur quartier et qui leur permet aussi de rester et d'apprécier là où ils sont. Donc ça, c'est une part du problème. C'est facile. Qu'est-ce que vous entendez dans les rues ? Est-ce que vous avez encore des réticences ? Quelles sont les réflexions qu'on vous fait ? Alors, de manière générale, nous, on fait énormément de communication par le biais, effectivement, du site Internet, des journaux communaux. Et puis, on a fait aussi, il y a 3 ans en arrière, tout un parcours nature en ville. On a la chance d'avoir une commune qui est entourée de 2 rivières. Et on a fait un parcours du nord au sud de la commune avec pas trop de panneaux parce qu'on n'aime pas les panneaux, pas trop la jungle des panneaux. Alors comment on fait ? Avec une 12aine de panneaux quand même. On a fait une grosse communication. On est passé par les écoles, évidemment. Les écoles, c'est toujours la porte d'entrée pour tout ce qui est sensibilisation à l'environnement et en particulier à la nature. Concrètement, on se balade en ville et on explique, ça c'est un laiteron maraîcher, ça c'est... Alors on parle surtout des différents habitats, donc autant d'habitats naturels que de murs, le mur du vieux cimetière, on parle d'espèces cultivées comme les rosiers, on parle des espèces aménagées où il y a parfois un potentiel d'espèces sauvages comme les potagers urbains s'ils ne sont pas entretenus avec trop de... ils ont des chartes d'entretien plutôt bio, et puis il y a des lisières forestières, etc. Donc il y a toute une série de milieux, plus ou moins naturels, par le biais desquels on sensibilise les gens en décrivant les espèces qui sont dedans, dans ces milieux. On essaye de faire découvrir aux gens ce qui est à leurs pieds et d'une part d'apprécier la biodiversité, mais d'autre part aussi d'apprécier le terrain sur lequel ils évoluent. Donc on fait bien une présentation globale de la nature en ville, sans faire de zoom spécifique sur les sauvages ou les spontanés. On les intègre dans l'ensemble du système naturel. Voilà, on procède en fait par milieu, et puis évidemment, sur les panneaux par exemple, on met en exergue des espèces faunistiques ou floristiques spécifiques, parce qu'elles ont du charme, et puis que... et d'ailleurs, si plus elles sont petites et jolies, plus ça permettra aux gens de se pencher de plus près sur ce qu'ils peuvent trouver. Oui, bien souvent, d'ailleurs, on ne les voit pas. Pour beaucoup, j'ai lu une étude très intéressante où quand on disait aux gens « Qu'est-ce que vous pensez de cette plante ?», ils ne l'avaient même pas remarqué. Tout à fait. Quand on a lancé notre programme Sauvage de Maru, qui avait donc pour but de faire découvrir la flore de leur quartier aux citadins,
les gens ont commencé à regarder et ils étaient extrêmement étonnés de voir qu'il pouvait y avoir 20 espèces sur leur trottoir. Et quand on est sollicité pas mal par les journalistes et ils veulent toujours faire des scoops, alors leur montrer une cymbalaire sur un mur, pour un journaliste, c'est un scoop, hein, alors que si on ouvre un peu les yeux, il y en a sur tous les murs de toutes les villes. Donc effectivement, elles passent complètement inaperçues, les gens n'apprennent pas à les regarder, mais une fois qu'ils les ont vues, une fois qu'ils ont appris à les nommer, à les reconnaître, ils sont beaucoup plus sensibles à leur présence. Parlez-moi de ce programme Sauvage de ma rue, d'ailleurs qui sera décliné, hein, Sauvage de ma métropole, ici à Grenoble. C'est quoi Sauvage de ma rue? Comment on s'y prend? On est parti de quel postulat de départ? Alors le postulat de départ, en fait, on avait souvent besoin de décrire quelles sont les espèces qui poussent dans nos quartiers pour pouvoir faire de l'écologie urbaine, savoir comment fonctionnent les écosystèmes urbains. Et j'ai été fatiguée au bout de quelques années de toujours représenter les mêmes espèces, parce qu'en fait elles sont nombreuses mais quand même accessibles. Et donc on a décidé d'en faire un recueil. Et puis on s'est rendu compte que ça intéressait non seulement les stagiaires écologues qui venaient dans nos laboratoires, mais plus largement d'autres personnes, des associations, etc. Et puis l'idée, c'est au moment de l'essor un peu des sciences participatives, l'idée a été de construire un projet, un vrai projet, qui aurait pour but de sensibiliser le grand public. Et donc, le principe est tout bête. Ils doivent apprendre à reconnaître les espèces qui poussent dans leur rue grâce à différents... alors, on a un livre, on a une application smartphone, etc. Donc, ils doivent s'entraîner un petit peu. Et quand ils commencent à bien reconnaître ces espèces, ils en font la liste et ils nous l'envoient à travers un site, donc avec Tela Botanica. Audrey en parlera tout à l'heure. À travers un site qui a été fait pour ça, très convivial. Voilà. Et en fait, au départ, ce sont des gens du Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde qui se sont mis à faire ça. Donc on recevait 2 données de Toulouse, une de Dijon, une rue à Lille, 2 en région parisienne, etc. Et ces données, on en avait beaucoup, mais elles étaient tellement dispersées qu'on ne pouvait pas en faire grand-chose. Et puis, des associations, des collectivités, des écoles se sont emparées du projet pour pouvoir sensibiliser les gens. Donc, ils organisaient des promenades avec nos livres ou nos applications. Ils montraient aux gens comment reconnaître les espèces. Et ça a essaimé. Et ça fait que des villes entières sont inventoriées grâce à ce projet. Et maintenant, on arrive à sortir des indicateurs, des choses un petit peu intéressantes grâce à ces données qui arrivent en grand nombre. On a eu des bonnes surprises d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu une surprise, Nathalie Machon? Il y a eu des résultats scientifiques qu'on est en train de publier. Par exemple, un scoop pour nous. Un scoop pour vous, c'est que la distribution des plantes qui sont pollinisées par les insectes. Vous me demandez de faire mon exposé avant l'exposé. Petit avant-propos. En fait, il y a des plantes qui sont pollinisées par des insectes et puis des plantes qui sont pollinisées par le vent ou qui s'auto-pollinisent. Et en fait, la distribution des plantes pollinisées par les insectes est étroitement liée à la structure de l'urbanisme. Et ça, on a pu le quantifier, le montrer sur des courbes grâce au projet Sauvage de ma rue. Voilà. Alors, Sauvage de ma rue, Sauvage de ma métropole. On va décliner cette opération. Même principe. Je pense qu'effectivement, ça répond aussi à un enjeu. Alors, j'élargis le spectre d'observatoire de cette biodiversité. J'évoquais tout à l'heure que la santé de l'environnement se retrouve évidemment présent dans la biodiversité, qu'elle soit, si elle est en bonne santé, si elle ne l'est pas, si elle disparaît ou si elle réapparaît. On a besoin du coup de se donner les moyens demain de suivre ça et de voir quelles seront les conséquences, positives ou négatives, de nos actions. Et cet observatoire, je crois qu'on vit à une ère où tout le monde a un téléphone dans sa poche et tout le monde peut prendre une photo, renvoyer ça sur une plateforme commune, collective, voilà, collaborative. Où le citoyen sera mobilisé. Et puis ça répond à la question de comment faire en sorte aussi que le citoyen soit au centre de ça
et pas simplement spectateur, mais acteur réellement de la démarche. Je trouve, en tout cas, l'idée est très intéressante. Il faut que ça reste encore une fois, la technologie sans un petit peu d'intelligence n'est pas une bonne chose, mais la technologie peut aider dans un certain nombre de domaines. Et là, je pense que vis-à-vis du suivi de l'évolution de la prise l'appropriation du sujet et de l'inventaire, ça peut être effectivement très pédagogique. On va prendre le pouls de la santé environnementale par ce biais-là, à mon sens. Alors j'aimerais qu'on en vienne maintenant au changement d'approche pour les espaces verts. Lucille Lheureux nous disait à Grenoble, on a pu s'appuyer sur notre service espace vert, et ça a été des ambassadeurs aussi de cette cause. Ah oui, mais moi, quand je suis arrivée sur les questions de zéro phyto, j'ai rien eu à faire du tout. C'était déjà tout prêt, tout bien pris en place, tout bien mis en place, et donc je n'ai qu'à le porter. Pour le coup, ce qui je pense, faisait déficit précédemment au niveau du politique, que c'était pas un enjeu fort politique, et que de toute façon, la question des espaces publics au sens large n'est pas encore beaucoup un enjeu politique dans nos villes, ce qui, à mon sens, est un vrai manque. Parce que je pense que c'est là qu'on fait société, c'est là qu'on peut se rencontrer aujourd'hui, et c'est les derniers espaces de commun. Donc je pense qu'il y a un énorme enjeu à ce que ces questions de biodiversité et d'environnement, elles soient présentes physiquement dans les espaces publics et aussi dans la discussion. Alors je crois que Christophe Huant, des espaces verts de la ville de Grenoble, est avec nous. On va lui faire passer un micro et je vais laisser Lucille Lheureux terminer, puisque je lui ai coupé la parole. Merci. Non, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est pour ça que je l'ai mise à côté de moi, comme ça je me fais engueuler de façon très très facile. Vous avez vu ? Mais en plus, j'ai encore deux choses à dire. Et une chose qui vous concerne directement, allez-y, on a toute la journée. C'est que tout à l'heure, j'ai dit que les outils de communication, il y avait les outils de communication internes, mais je pense que la presse a son rôle à jouer. Et donc, je suis ravie de voir que vous animez cette journée, ce débat, et que c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que je pense que c'est pas négligeable le fait que peut-être les élus ils portent ces questions, peut-être on voit dans la salle il y a beaucoup de gens qui portent ces questions dans leur quotidien et dont c'est le métier, mais qu'aujourd'hui le moyen de discuter avec les citoyens c'est quand même la presse, et qu'il y a un fort enjeu à ce que celle-ci se saisisse de ces questions. Donc je suis ravie de vous voir là aujourd'hui et aussi sensible si c'était pour ça, j'ai bien fait de question. vous redonner la parole. C'est bon, il n'y a plus rien d'autre? Non, je voulais faire de la pub pour la journée de la belle saison demain, sinon. Non, mais dire que sur les enjeux de propreté, de netteté, comment impliquer la population, c'est demain, la ville de Grenoble organise une grande journée de mobilisation collective qui va réunir citoyens, agents et élus autour des questions de netteté et d'embellissement de l'espace public. Et on a tenu à ce que les services de la ville qui soient présents soient à la fois les services de la propreté urbaine vers lesquels les citoyens se tournent spontanément, mais aussi les services des espaces verts, et que du coup, tout au cours de la journée, on ait ce dialogue permanent entre qu'est-ce que c'est que la propreté et la netteté, mais aussi de bien pouvoir porter ce discours autour des sauvages qui sont dans l'espace public et d'expliquer au quotidien avec les habitants que nettoyer la ville, ça ne veut pas dire désherber. Donc c'est aussi l'enjeu de la journée de demain. Et en parallèle, Gentiana fera des visites pour éveiller le regard des gens et, comme on le disait tout à l'heure, les former. Et que voilà, quand ils croisent une plante dans la ville, ils ne se disent pas que c'est une mauvaise herbe, mais ils se disent tiens, c'est telle et telle plante. Voilà. J'ai noté, le propre, ce n'est pas le vide. Lucille Lheureux. Alors effectivement, l'objectif, c'est d'expliquer que le propre, c'est la non-utilisation des produits phyto, et ce n'est pas forcément le fait d'éradiquer les spontanés. Le changement d'approche des espaces verts, du coup, Christophe, où est-ce que vous êtes ? Ah voilà. Alors, merci d'être avec nous, Christophe Huant. Vous êtes chef de secteur à Grenoble, de ce secteur d'ailleurs où on est aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez appréhender l'arrivée du zéro phyto, vous et vos collègues, comment ça s'est mis en place culturellement dans votre tête? Moi personnellement très bien, je suis un convaincu. Maintenant, dans les équipes, c'était peut-être un peu plus difficile, mais bon, il a fallu simplement leur expliquer qu'en tant qu'agent des espaces verts, il me semblait normal de travailler avec la nature et puis contre la nature. Voilà, c'est très simple. Donc, mais il y a quelques années, on disait finalement, quand après le passage des espaces verts, il reste des mauvaises herbes sur le trottoir, c'est qu'ils n'ont pas fait leur travail. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé, cette approche-là? Oui, en règle générale, oui. Maintenant, c'est un peu plus difficile dans le cimetière, parce que les cimetières sont aussi zéro phyto.
Et là, on rencontre encore parfois des soucis, mais bon, en plus, en 2015, donc, on a eu l'écolabel sur un cimetière. Voilà, et puis on communique pas mal, on a des panneaux d'affichage, on a des flyers, enfin voilà. Est-ce que les techniques ont aussi changé? Est-ce que vous avez du coup davantage utilisé certaines techniques que vous n'utilisiez pas il y a 10 ou 15 ans? Complètement. Lesquelles? Quelques exemples. Le désherbage mécanique, notamment. On est aussi passé par le désherbage thermique. Donc maintenant, le désherbage thermique, on a pratiquement complètement laissé tomber. Je parle des cimetières, là, essentiellement. Comment dire Et puis l'acceptation de la végétation, tout simplement. Est-ce que du coup, aujourd'hui, vous vous autorisez à remettre de la végétation là où hier, il n'y en avait pas dans les cimetières, par exemple? Oui, parce qu'on a des allées qui sont engazonnées maintenant. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous expliquer, oui. Justement, on engazonne les allées. C'est ce qu'on ne faisait pas il y a quelques temps. Les allées étaient pratiquement à 100% minéralisées. Et maintenant, on engazonne. Donc, on tond. Donc, comment dirais-je, on fait du désherbage mécanique, mais on garde quand même l'aspect vert. Donc sur les allées principales, en gros, on désherbe mécaniquement, et sur les allées secondaires, on a du gazon, c'est ça? C'est ça, oui. Et quelle est l'acceptation de la population? Les gens que vous croisez dans les cimetières, ils vous disent quoi? Il y a eu une difficulté à accepter, Lucille? Je peux répondre si vous voulez. Oui, non, ça se passe pas très bien au quotidien pour les agents dans le cimetière. C'est une vraie difficulté parce que je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le rapport à la biodiversité, certes, mais c'est d'abord le rapport à la mort qui est questionné, et le rapport à la mort dans notre société qui est quand même un tabou et quelque chose qu'on met loin. Et je pense que là, pour le coup, les agents, ils auront beau tous les jours, et ils le font. Et ils le font au quotidien, de réexpliquer les enjeux de biodiversité, les techniques, le fait qu'il y ait des herbes qui poussent, ça ne veut pas dire qu'il y a de négligence et qu'il y a un abandon. Au contraire, ils ont un regard, et pour eux, c'est aussi des tâches plus lourdes, plus difficiles, et que ce n'est pas du tout une question de leur implication. Je pense que là-dessus, clairement, c'est des questions qui sont bien plus larges, et où, pour le coup, le politique peut jouer un rôle. Je pense que le politique, lui, tout seul, il n'y arrivera pas. Néanmoins, sur la question du cimetière, je suis extrêmement ambitieuse. Vous ne lâcherez rien. Ne lâcherai rien du tout. J'ai vraiment pour ambition que, comme ça se fait dans d'autres villes d'Europe, il n'y a qu'à regarder un cimetière en Islande, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de pierre, il n'y a que de l'herbe, des arbres. Et donc ça veut bien dire que c'est une société d'Europe du Nord. On ne parle pas du Mexique, où on est sur les mêmes aires culturelles. Et donc il y a aussi un vrai enjeu à accompagner les gens, à leur faire à oublier que quand ils viennent rendre hommage à leur mort, qu'ils ne viennent pas avec une bouteille de Javel pour aller frotter la pierre. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut redire encore. Et quand je vous disais tout à l'heure que les usages permettront petit à petit de faire évoluer le rapport aux gens, à la biodiversité et à l'acceptation de ces sauvages, je pense que si il y a un regain de vie dans ces lieux, et que ça devient plaisant, que ça devient ombragé, qu'il y a le retour des oiseaux, etc., et tout ce qui s'ensuit quand on laisse le végétal reprendre sa place, je pense que le regard de ces personnes peut changer. Après, la difficulté quotidienne, c'est qu'évidemment, ceux qui fréquentent tous les jours les cimetières, c'est par définition des personnes assez âgées, qui ont un rapport assez figé, et il est assez compliqué de faire évoluer leur regard. Je lisais d'ailleurs que les cimetières pouvaient très très bien être le lieu de refuge LPO, pourquoi pas. Nathalie Machon, sur plusieurs points, et on va redonner le micro également à Henri Reverdy de la commune des Bains, que j'interrogerai juste après. Nathalie, allez-y, et j'ai une question après. Je voulais dire une petite chose sur les cimetières. Il y a des villes qui se sont mobilisées sur la thématique « Remettons de la vie dans les cimetières », ce qui est assez mignon. Ce que je voulais dire aussi, c'est sur le changement de pratique des jardiniers. On a travaillé avec des villes et on a donné comme responsabilité aux jardiniers de voir comment la biodiversité
revient dans les parcs qui sont gérés différemment. Donc avant, ils enlevaient les mauvaises herbes. Maintenant, ils regardent arriver des nouvelles espèces et on les fait travailler sur un projet aussi de sciences participatives qui n'est pas très éloigné de Sauvage de Maru, qui s'appelle Florilège et qui a pour but de renseigner comment évolue une pelouse quand on la gère beaucoup moins drastiquement et qu'elle se transforme en prairie. Quand on l'oublie un peu. Quand on l'oublie un peu, voilà, mais qu'on l'observe. Et il y a énormément d'espèces qui viennent s'installer, et souvent c'est des espèces assez jolies, assez spectaculaires, avec des belles fleurs. Et donc ils sont assez fiers de voir la reconquête de leurs espaces par la biodiversité, et c'est assez valorisant pour ces gens qui travaillent. Nathalie, vous qui travaillez avec la population et à la sensibilisation, est-ce qu'on peut rebondir sur ce que disait Lucille Lheureux, sur les différences d'approche en fonction des générations? Est-ce que vous sentez l'approche évoluer avec les nouvelles générations? Oui, il y a clairement une différence de vision des choses. Les anciennes générations, ce qui leur fait plaisir, c'est de pouvoir voir des plantes dont elles connaissent le nom et pouvoir mettre un nom sur des plantes qu'elles ont beaucoup vues. Donc ça leur fait plaisir. Et ça leur permet aussi, on avait fait des enquêtes auprès de nos observateurs, de se connecter avec leurs petits-enfants et d'apprendre la nature ensemble. Donc ça leur fait très plaisir. Après, je pense que... il y a des générations intermédiaires qui ont perdu complètement le lien avec la nature. Ils n'ont les pas... urbains, Lucille Lheureux me glisse à l'oreille, effectivement, quand on est urbain, on n'a pas cette culture-là, il faut que quelqu'un nous la donne. Oui, c'est vrai. Et puis les toutes jeunes générations, là, on peut y mettre pas mal d'espoir parce que les programmes scolaires ont évolué. Donc ils sont un peu sensibilisés à l'environnement. Le programme de 6e leur fait découvrir la nature qui est autour de chez eux. Donc il y a de l'espoir. Bon, on est optimiste quand même. Allez, le micro est à Henri Reverdy dans la salle. Il est conseiller délégué à la ville d'Aibin, juste à côté de Grenoble, conseiller délégué aux espaces verts. J'aimerais que vous témoigniez justement de ces différentes approches que vous avez aussi mis en place à Aibin, la gestion différenciée notamment. Oui. Donc, au niveau produits phytosanitaires, ça fait longtemps que les espaces verts les avaient abandonnés. Lorsque je suis arrivé il y a 2 ans, le travail était tout fait. On a donc commencé à travailler sur la gestion différenciée des espaces verts avec des tontes plus rases autour de la mairie et des massifs de fleurs, un peu plus longues dans les autres jardins, plus longues encore dans les grands parcs où on passe moins régulièrement. L'année dernière, on a essayé une zone tondue qu'une fois par an, mais on a loupé la com. Donc les habitants ont rouspété et on s'est complètement planté. Donc là, on a décidé de retravailler avec eux donc, sur un parc dans une zone d'habitation dense. On a décidé avec les habitants de faire des zones, ce qu'on appelle pastorales, qui seraient fauchées qu'une fois par an par un agriculteur qui ramasse l'herbe pour ses vaches. Et pour accompagner ça, pour que ça passe mieux, on l'a éloigné un petit peu des habitations, parce qu'on s'était planté, on l'avait mis à côté des habitations, et on l'a accompagné de prairies. Donc on a semé là au printemps des fleurs des champs, des fleurs mellifères, parce qu'on a des ruches, qui permettront d'accompagner au niveau visuel. Notamment tout ça, on l'a fait au bord des routes, ici. Et la troisième façon de travailler, j'allais dire l'herbe, c'est l'éco-pâturage. On a un grand bassin de rétention qui est à la limite 2 zones pavillonnaires et 2 zones d'habitation plus denses, qui est en herbe. Et autour, on a des collines qui sont en herbe aussi. Donc depuis 3 ans, il y a des vaches qui passent l'été. Donc il y a une dizaine de vaches. Il y a des moutons qui sont venus. Une fois que les vaches étaient passées, les moutons arrivent. Il reste 15 jours et puis après ils remontent. Les premières années, on a eu du mal au niveau des zones pavillonnaires, pas au niveau de l'habitation dense, par rapport un petit peu aux odeurs, par rapport au bruit, puisque le berger voulait absolument qu'il y ait des cloches, donc il y avait du bruit. On a éloigné... Tout le monde a déménagé, non? Comment? Tout le monde a déménagé? Non, tout le monde n'a pas déménagé. Non, ah bon. Tout le monde a demandé beaucoup de réunions, donc on est allé sur place. Il y a eu beaucoup de conflits avec l'agriculteur, puisqu'il n'a pas du tout la même vision de la façon de gérer des troupeaux. On a éloigné un petit peu les troupeaux des habitations. On a réussi à supprimer les cloches, ce qui a réduit donc le bruit. Et depuis donc 3 ans, ça se passe mieux. On a eu des naissances l'année dernière de 5-6 veaux.
les habitants viennent. Ça aide à faire passer le message. Voilà, ça aide à faire passer le message. Il nous reste à travailler un petit peu la com aussi. Il nous reste à travailler avec les écoles par rapport à ça. Merci de ce témoignage donc, pour la ville des Bains. Ruth Benzinger, je vous donne la parole et j'aimerais qu'on trouve dans la salle également Martin Kopp. Voilà, Martin, juste après, je vous interrogerai. Ruth Benzinger, précisément, vous à Aunay, vous avez mis en place un guide de la biodiversité pour les services espaces verts. Effectivement, le principe de gestion des espaces verts communaux, je l'avais mentionné effectivement au début. Alors, quelques précisions sur qu'est-ce qu'il contient, comment on s'y prend. Alors, peut-être juste déjà tout d'abord, dans l'espace urbain, si on veut effectivement que les gens respectent aussi les endroits pour la biodiversité, ne rentrent pas dans ces espaces et acceptent qu'on laisse notamment des prairies fleuries ou des espaces qu'on ne traite pas, il faut aussi toujours trouver suffisamment d'endroits où les gens puissent aller pour les loisirs, pour se défouler. Donc il faut trouver le bon compromis entre leur laisser de l'espace en herbe, juste vert, et de l'espace pour la nature. Et effectivement, les principes de gestion des espaces verts communaux précisent où est-ce qu'on laisse des espaces effectivement pour se défouler et à quels endroits est-ce qu'effectivement on traite les endroits en prairies fleuries. Pour rebondir aussi par ce qui a été fait tout à l'heure, malheureusement, nous, on aimerait bien, les gens aimeraient bien, à la rigueur, avoir des chèvres comme ça qui viennent s'occuper de nos espaces, mais on ne peut pas le faire chez nous pour des raisons phytosanitaires. Donc, c'est juste impossible à cause des chiens. Donc, on ne peut pas faire cohabiter des espèces qui pâturent avec des chiens, crottes de chiens et compagnie. Donc, voilà, malheureusement... Les bovins et autres et ovins ne sont pas vraiment tolérés dans notre milieu urbain. Donc après aussi, il y a toujours aussi des questions d'incompréhension. Hein. Quand on tolère effectivement les prairies fleuries ou des aménagements, mais vu qu'on est effectivement dans un espace où il y a beaucoup de passages, l'élimination des tontes, etc., se fait pas de manière juste compostable. On est souvent obligé d'incinérer, et ça, c'est aussi des choses qu'il est parfois difficile d'expliquer aux gens. C'est-à-dire que on laisse pousser la nature, et finalement, on peut pas y éliminer de manière naturelle. Lucille Lheureux va nous dire un petit mot sur le retour de la nature en ville. Non, un petit tac au tac sur ce que vous venez de dire sur la difficulté à avoir de l'éco-pâturage en milieu urbain du fait des chiens. Je pense que c'est dommage que le politique recule devant ça, parce qu'à Grenoble, on a quand même une ville très dense, et il y a des chiens partout, tout le temps. Ça ne nous empêche pas de tenter quand même l'expérience, et même si ça ne se conclut pas toujours de la meilleure manière, puisque on aurait fait cette discussion la semaine dernière, j'aurais dit que ça ne s'est jamais passé. En fait, cette semaine, il y a effectivement un chien qui a mordu un des ânes qui est dans le parc Paul Mistral pour de l'éco-pâturage. Néanmoins, on se dit, zut, c'est à nous derrière d'aller exercer un contrôle plus strict, d'organiser les choses pour que les propriétaires de chiens changent de comportement, tiennent leurs chiens en laisse, etc. Mais je pense que c'est pas à nous de reculer. Petite clarification, donc je suis la première en minorité, hein, donc je suis biologiste de formation, j'ai travaillé pour ProNature à Genève pendant 10 ans, j'ai travaillé sur les corridors biologiques et nature en ville. Mais simplement, pour que les gens dans la salle comprennent, à Genève notamment, on n'est pas structuré de la même manière qu'en France. Les communes, enfin les villes communes, on n'a pour ainsi dire pas de responsabilité en termes d'aménagement du territoire. Donc le vétérinaire cantonal décide et nous n'avons rien à dire. Pas de police du maire comme chez nous. Hein. Donc on n'a pas à ce niveau-là, on a beaucoup moins de possibilités d'action en termes d'élus au niveau communal qu'on l'a au niveau d'autres villes de Suisse, d'autres cantons suisses ou en France. Martin, est-ce que vous avez le micro? Oui, Martin. Vous êtes auteur d'un guide précisément à l'usage... Non, j'ai une bêtise. Auteur d'un guide à la destination des espaces verts et des gestionnaires des espaces verts, c'est ça? Oui, alors je ne suis pas du tout le seul auteur du guide. Hein. C'est une compilation d'un travail que Jean Siana a entamé depuis 2003, je crois. Pour accompagner les communes, donc. Hein. Voilà, pour accompagner les communes. Donc l'idée, c'est de compiler un petit peu toutes les techniques qui existent, notamment alternatives aux produits phytosanitaires, mais aussi réfléchir un petit peu sur la conception des espaces publics, en intégrant la question des gestions dès la conception, réfléchir un petit peu à comment on peut communiquer auprès du public. Voilà. Comment on peut avoir une action globale sur la gestion
raisonnable, on appelle ça gestion raisonnable, à l'échelle communale. Et donc l'idée du nouveau guide qui vient de paraître, c'est de compiler aussi tous les retours d'expérience qu'on a en Isère. Donc on allait piocher, rencontrer un petit peu les collectivités qui avaient un peu d'avance, et faire profiter de ce travail-là aux autres qui pourraient suivre et améliorer ensuite le travail. Alors la question piège, c'est est-ce qu'il y a un exemple, une commune qui a mis en place une politique particulièrement innovante dans ce domaine? Dans ce domaine, disons que c'est dans différents domaines. Donc voilà, on allait piocher dans les différents compartiments. Voilà, des exemples d'éco-pâturage, des exemples d'utilisation de brossage mécanique sur des voiries, sur des grands linéaires de voiries, ce genre d'exemple. Voilà. Et donc d'avoir pour chaque thématique un exemple concret qui peut servir de référence à l'élu qui lirait ce guide et qui peut contacter ensuite la commune en question ou la collectivité en question. Merci Martin. Alors j'ai une question parce qu'on a évoqué les cimetières, on a évoqué les parcs, les jardins près des rivières, et je me rends compte que la perception de ces spontanés, de ces sauvages, elle change de l'endroit où on est dans la ville. J'ai l'impression qu'on les tolère beaucoup plus dans un grand parc. Chez nous, dans le parc Mistral par exemple, on tolère un peu mieux les sauvages que sur une place pavée entre les trottoirs. Oui, tout est affaire d'usage, c'est-à-dire que quand on veut faire passer une poussette sur un trottoir, s'il y a de l'herbe, si le sol n'est pas bien arasé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les gens n'ont pas la même vision. Puis il y a des gens qui aiment quand les choses sont bien rangées, hein, donc c'est vrai que les plantes dans les parcs, le bitume sur les trottoirs et tout va bien. Le problème, c'est que la biodiversité, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'il y ait des liens entre ces cœurs de biodiversité que sont les parcs. Donc c'est bien qu'il y ait des chemins de nature qui puissent les relier entre eux. Et les pieds d'arbres enherbés, par exemple, c'est un bon moyen de faire le lien entre différents parcs. Mais si je peux revenir sur l'éco-pâturage, en région parisienne, ça a été aussi, c'est aussi employé au départ à titre expérimental. Et je peux vous dire que voir des moutons sur des pelouses de grandes cités où la biodiversité est vraiment le parent pauvre, ça a été hallucinant pour les populations. Maintenant, ils se sont habitués, mais c'était extraordinaire pour les enfants de voir des moutons sur leur pelouse. Allez, on va en venir Il y a une autre chose aussi que je voudrais dire, c'est un mot qu'on n'a pas du tout prononcé, c'est le mot concertation. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la suite de ce dont vous vouliez parler? Vas-y, concertation. Non, je regardais Lucie. Je crois que l'acceptation de la biodiversité en ville, c'est aussi une affaire de concertation entre... tous les projets doivent être faits en concertation. Si on impose des choses aux gens, en général, ils les acceptent moins. Allez. Vous croyez que dans ce domaine-là, il ne faut pas tordre un peu le bras aux gens? Moi, je crois que sur ces domaines... je pense qu'il ne faut pas confondre concertation et simplement répondre à la demande actuelle des gens. Je pense qu'il y a aussi un enjeu pour nous à les faire avancer, à les faire progresser, et que je pense que c'est des questions sur lesquelles on peut pas faire de compromis. Mais la concertation, ça veut pas dire simplement écouter les gens, mais construire les projets ensemble, leur faire comprendre quels sont les enjeux, et s'ils participent à la mise en place de cette gestion différenciée, ils l'acceptent beaucoup mieux que si c'est imposé par la mairie, j'en suis certaine. Allez, Jérôme Dutronc aussi sur la concertation, mais là-dessus tout le monde sera d'accord, donc on va avancer. Hein. Allez-y Jérôme. Oui, je serai bref, effectivement. Je crois qu'il ne faut pas laisser les choses telles qu'elles sont. Il faut essayer effectivement d'avancer. Mais quitte à bousculer un peu. De partager, bousculer, mais en fait, je pense qu'on peut faire les choses sans forcément apparaître comme bousculant. Mais je sais que Lucille partage ce point de vue. Elle me dit avec le sourire. Il faut mettre les gens autour d'une table. Et sur les espaces naturels notamment, on sait qu'on a des usages à la fois... on a besoin de préserver les richesses naturelles, mais on a aussi besoin de considérer l'espace naturel aussi comme un espace public où on va avoir une fréquentation pour des usages multiples, ça peut être sportif, récréatif, de loisirs, etc. Le fait de considérer que c'est un espace public avec des usagers très multiples, très différents, si vous plantez à un moment donné cet espace comme un espace de projet, aussi projet de vie, vous mettez différentes personnes autour de la table et quelque part, elles vont s'approprier les enjeux, alors à différentes vitesses. Ça prend du temps,
mais il faut se donner le temps. Mais je pense que c'est un des moyens demain. Alors, sur les espaces naturels, on parlera de comités d'usagers, comités de sites, comme on a des comités d'exploitation sur nos services publics communaux ou intercommunaux. Allez, on va en venir à la dernière partie de cette table ronde. Dernière question, c'est l'aménagement. Hein. Là, on était dans la gestion de l'existant. Comment est-ce qu'on aménage de nouvelles zones urbanisées, de nouveaux quartiers, en respectant la flore rare, la flore sauvage, concevoir et respecter. Jérôme Dutroncy va nous parler de ce PLUI, puisque maintenant il est intercommunal dans notre métropole. Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça dans un PLU ou un PLUI? Et Claude Boutron nous dira la même chose, puisque lui, il a en charge notamment le SCOT autour de Gap sur une grande partie des Hautes-Alpes. Jérôme, sur le PLUI, comment est-ce qu'on prend en compte cette nécessaire biodiversité et ces plantes sauvages dans les aménagements futurs? Excellente question. On a besoin d'innover en la matière. Si je prends encore une fois l'aspect très macro, on voit bien que c'est une question politique de comment on considère l'espace public, mais aussi comment on considère l'espace privé, la porosité entre les deux. Quand il y a un arbre remarquable dans une propriété privée, qu'est-ce qu'on fait pour agir dessus aussi, faire en sorte que le propriétaire soit conscient qu'il y a un enjeu de protection nécessaire. Et puis ces barrières qui sont géographiques sur la carte, comment on fait en sorte que malgré tout, il y ait un enjeu à un moment donné. C'est pour ça que je parle de porosité, c'est lié beaucoup à la question des paysages, mais sur la question de la biodiversité, c'est comment faire en sorte qu'à certains endroits, sans forcément mettre encore une fois de frontières, on se donne des objectifs effectivement de continuité, de corridors, de couloirs. Et ça va forcément questionner à un moment donné les frontières administratives de parcelles, de zones qui sont urbanisées, d'autres qui resteront naturelles, les zones agricoles, tous les enjeux aussi de faire en sorte de protéger. Les zones agricoles, c'est un réservoir de biodiversité important. Et en même temps, si on ne le protège pas d'une certaine manière, on a des faunes sauvages. On n'est pas plus sur la flore sauvage, mais de la faune sauvage qui peut éventuellement être un problème dans certains cas. Alors, l'urbanisation, autour de Gap, évidemment, les questions sont un peu moins prégnantes, mais à Gap même, et vous évoquiez ce parc public, comment est-ce qu'on fait pour remettre de la nature en ville et préserver la nature dans les futurs quartiers urbanisés? Alors là, il a été question de PLUI, puisqu'actuellement on est en poste, là, en plan d'occupation des sols, et la municipalité est en train de construire le PLU qui devrait être validé d'ici assez rapidement. Alors la nature, comment vous l'avez traité dans ce PLU? Alors peut-être que la structure qui est la plus à même à répondre à la question, c'est la structure SCOT, puisque alors je ne sais pas si les personnes dans la salle savent ce que c'est qu'un SCOT. C'est un schéma de cohérence territoriale. Dans les Hautes-Alpes, nous avons le SCOT du Pays Gapençais qui recouvre à peu près la moitié du département des Hautes-Alpes. Et le SCOT est justement le document qui s'impose aux documents d'urbanisme de rang inférieur, où sont traités ces problèmes de trame verte et bleue, notamment de biodiversité. Donc c'est un document qui ensuite s'impose aux documents d'urbanisme de rang inférieur. Et au niveau d'une ville comme Gap, on n'est pas dans une ville très dense comme la cuvette grenobloise. La cuvette grenobloise est presque totalement urbanisée, chose qui n'était pas le cas dans les années 50, par exemple, où les différentes villes de la cuvette ne se touchaient pas. Maintenant, c'est un continuum absolu. Et sur Gap, on n'est pas du tout dans une situation comme ça. Donc, on a quand même une ville très aérée avec des parcs importants, on a des zones importantes avec beaucoup de jardins, donc on a une ville quand même très aérée. Ceci étant, les lois récentes, notamment la loi de transition énergétique, ne vont pas forcément dans le bon sens pour ça, puisqu'on nous impose en fait de densifier la population dans un but louable, notamment de minimiser les transports. Mais ça a un effet pervers, c'est qu'on va en fait densifier nos villes. On supprime aussi les coefficients d'occupation des sols pour les villes qui sont en PLU, et ça c'est quelque chose qui est assez redoutable. Donc on risque de perdre des surfaces vertes entre guillemets dans nos villes. Donc la loi de transition énergétique pour ça est peut-être un peu perverse, j'allais dire.
Donc sur Gap, en fait, la municipalité part donc d'une situation qui est très favorable, une ville peu bétonnée par rapport à Grenoble. Et on a continué, notamment, on a voulu créer un espace public, un parc public important au sud de la ville qui en était dépourvu. C'est le parc Bernard Givaudan, du nom d'un ancien maire de Gap. C'est un parc de 5 hectares et le conservatoire botanique travaille avec les services de la ville et des paysagistes pour la conception de ce parc et notamment l'installation de zones où nos concitoyens pourront découvrir la flore typique locale ou du département des Hautes-Alpes. Et par ailleurs, la municipalité, en collaboration avec le CBNA, est en train de promouvoir la création sur le domaine de Charence d'un petit jardin alpin. Il ne s'agit pas de rivaliser avec le jardin alpin du Lotaré, mais une structure plus modeste qui devrait permettre à nos concitoyens de découvrir un certain nombre de flores et d'habitats typiques des Alpes du Sud. Ruth Benzinger, à Aunay, comment est-ce qu'on approche, enfin c'est une commune nouvelle hein, en densification, comment est-ce qu'on réussit à préserver cette biodiversité tout en aménageant de nouveaux quartiers? Notre commune est passée, notre commune était bâtie dans les années 60-70 pour la majorité, mais effectivement, il y a en planification d'urbanisme, il y a deux choses dont il faut tenir compte. D'une part, se méfier des plans finis. Dans un plan fini, on a toujours l'impression, on a de la belle végétation, on a un beau cordon boisé, mais on oublie qu'entre-temps, il y a eu des travaux souvent de défrichement qu'on ne voit pas sur un plan. Donc, tout l'enjeu, soit dans une ville en mutation, soit dans un nouveau quartier à développer, c'est d'une part d'essayer de conserver l'existant, parce qu'il y a quand même des noyaux de biodiversité qu'il faut essayer de conserver. On ne va pas faire table rase et dire à partir de rien, on refait des lisières forestières, des cordons boisés. Il faut quand même quelque part garder des réservoirs qui vont réapprovisionner ces futurs éléments. Donc nous on essaye, mais c'est un peu un enjeu, on verra si on y arrive, parce que les propriétaires de parcelles ne seront pas forcément d'accord, donc ça va être une bataille. On essaye de pré-mâcher, on va dire, une future urbanisation en gardant des cordons boisés ou en récréant, en gardant des allées d'arbres, et de faire en sorte que les futures densifications s'insèrent à l'intérieur de l'existant ou des corridors qu'on essaye de préserver. Mais ce n'est pas facile parce qu'avec des parcellaires de plus en plus petits, avec l'intérêt des propriétaires privés, c'est extrêmement difficile. Mais on va essayer effectivement de réussir à faire des reports de droits à bâtir, etc., qui permettent de faire en sorte que les propriétaires privés retrouvent leur compte. Merci pour ces précisions. Alors on pourrait enchaîner sur les fameuses mesures ERC, hein, éviter, réduire, compenser. On a des spécialistes dans la salle d'ailleurs, ce sera intéressant de les entendre. Comment est-ce qu'on fait justement pour éviter, réduire ou compenser la perte de ces espèces naturelles quand on construit de nouveaux quartiers. On pourrait aussi évoquer l'absence de, si on va en parler ça, tiens, l'absence de flore locale. On l'a un petit peu évoqué ce matin en altitude. Je crois que dans le canton de Genève, d'ailleurs, Emmanuel Fabre, vous avez fait une expérience assez intéressante là-dessus pour renaturer des étangs. Il y a eu un gros programme d'ailleurs de renaturation des étangs. On n'a pas beaucoup parlé des zones humides en milieu urbain, c'est d'ailleurs un tort, on ne voit plus de milieux humides en zone urbaine. Vous avez fait un large programme de réhabilitation. Alors on a commencé en fait il y a une dizaine d'années, je dirais, à réhabiliter des étangs mais en zone forestière. Et il y a une dizaine d'étangs forestiers qui ont été recréés, recreusés sur le canton. Et puis là, plus récemment, effectivement, ça commence à gagner le milieu urbain, avec un projet mené par l'EPIA qui s'appelle Marville. Donc l'intérêt étant de référencer déjà les mares urbaines où elles sont, et puis de qualifier la végétation et puis les animaux qui sont dedans, tout en préconisant justement l'utilisation d'espèces plutôt indigènes. Et à ce titre-là, on met à disposition des gens, des privés, des communes qui veulent créer un étang des plantes naturelles. C'est-à-dire ça, c'est important, ça. Bien sûr, ils vont les récupérer en milieu naturel. Donc on a identifié, c'était l'année dernière, on a défini toute une zone, enfin toute une liste d'espèces qui sont non menacées et qui peuvent être prélevées, et des sites de prélèvement qui sont accessibles facilement avec une voiture à proximité,
où toute personne qui souhaite aménager un étang chez lui peut aller chercher des espèces indigènes, locales, en milieu naturel. En sachant qu'évidemment, tout va dépendre aussi de la demande qu'on a. Parce que pour l'instant, on a défini certains sites, mais effectivement, si on reçoit des milliers de demandes, ça ne va pas être possible. Ça permet d'insister sur la présence de la nature des spontanés en ville, mais des spontanés indigènes. Absolument, c'est l'idée. C'est l'idée d'avoir des espèces indigènes et dont on connaît l'origine. Pas forcément d'aller chez le pépiniériste qui aura peut-être des espèces indigènes, mais qui auront été cultivées je ne sais pas où. Et puis là, on s'associe notamment avec nos amis de la conservation des batraciens qui ont lancé aussi un programme pour créer 101 étangs en zone urbaine. Donc ils approchent les privés. Et on est en partenariat du coup avec eux pour aussi également fournir les plantes qui vont avec pour que les batraciens aient l'habitat tout de suite favorable. Un mot de Jérôme Dutroncy. Et après, dans la salle, j'aimerais entendre, si elle est encore là, Stéphanie Huck. Stéphanie, est-ce que vous êtes là ? Non ? Oui. Voilà, sur justement l'absence de ces semences de flore locales. Je crois que vous travaillez là-dessus. Et puis peut-être évoquer la grénothèque, si vous êtes en mesure de le faire. Non ? C'est pas vous la grénothèque, mais en revanche, l'absence de flore locale et de semences de flore locale, c'est vous. Je reviens vers vous tout de suite. Oui. Jérôme. Non, ce qu'on vient d'évoquer là me fait rebondir sur le fait qu'au-delà de l'urbanisme qu'on évoquait, des zones à préserver, de cette volonté en fait de transformer le territoire. On a des zones urbaines, on parle de zones urbaines, elles sont aujourd'hui, au-delà du faible taux de projets nouveaux, elles sont en rénovation urbaine. Et c'est vrai que c'est plus difficile de revenir sur l'artificialisation des sols que de créer à partir effectivement de zones qui sont déjà naturelles au départ. Il faut absolument que ces zones naturelles soient préservées. Il va falloir aussi aller désartificialiser parce que ce n'est pas simplement la biodiversité, c'est toute la résilience du territoire qui est en jeu. C'est les eaux pluviales qui, au lieu d'aller créer un risque d'inondation, soient finalement captées localement, ce qui a un impact sur les nappes phréatiques, qui a un impact sur l'eau potable. Voilà, on peut tirer le fil très très loin. Et sur cet aspect volontaire, j'en termine là. Ça va nécessiter d'avoir une vraie stratégie ensuite de gestion aussi de ces sites. Ce que l'intervention me fait penser, c'est qu'on a besoin de le faire vivre, mais sans le laisser complètement à... Comment dire, le laisser orphelin de toute intervention. Je pense aux forêts. Les forêts, si on ne les exploite pas, elles meurent. La nature, c'est pareil partout. Si on n'a pas à un moment donné une action, c'est contre-productif par rapport à ce qu'on recherchait au départ. Je reviens vers vous, monsieur, tout de suite, mais j'avais promis la parole à Stéphanie, qui ne va pas du tout y échapper. Stéphanie Huck, donc, du Conservatoire botanique national alpin. On a un peu évoqué la question ce matin, mais ça m'intéresse en ville d'avoir l'approche. Les semences locales, si on veut réintroduire du sauvage en ville, on n'a pas de semences. On en a quelques-unes. En fait, le label végétal local a été donné à plusieurs semenciers lors du dernier comité de marque de 2015. Et donc oui, si par zone biogéographique, on commence à avoir des semences d'herbacées et des semences d'arbres et arbustes aussi. Alors, 2015, c'était la première phase. Donc là, on va avoir un deuxième comité de marque fin mai. Donc là, on va avoir encore une vingtaine de semenciers et pépiniéristes qui vont pouvoir être labellisés pour certaines espèces. Donc de plus en plus, en fait. On a entendu parler de prairies fleuries. Moi, je suis quand même assez surpris de voir encore que dans certaines communes, on sème des prairies fleuries dans lesquelles on a des cosmos, des ignas, des nigelles, enfin voilà, ce qui n'a absolument rien de local. Non, rien du tout de local. Et en fait, justement, le label végétal local est là aussi pour informer l'utilisateur de ces semences de l'origine des semences. En fait, ce que je montrais tout à l'heure, ce qu'on a montré avec Thomas tout à l'heure dans Algrin, c'est que les semences aujourd'hui, il n'y a rien et on n'a aucune information sur l'origine. Ce qui est écrit sur le sachet, ça peut être le lieu de production, ça peut être l'endroit où vit la plante. Enfin, on n'a rien du tout. Et donc, végétal local, c'est vraiment une garantie pour l'utilisateur
de savoir d'où vient sa semence. Et donc si on est bien dans la zone de récolte, de multiplication et donc d'utilisation de la graine. Donc c'est une filière, j'entends, qui commence à se mettre en place. Qui peut me parler de la Grénothèque de Gentiana? Martin, Par exemple. allez. La Grénothèque, oui, c'est un tout nouveau projet qu'on monte avec la Maison de la Nature, donc, qui est en plein centre-ville de Grenoble et avec la métropole. Donc l'idée, c'est de créer un lieu d'échange de graines de plantes sauvages. C'est ça qui est novateur. Jusqu'à présent, on a des grénothèques qui existent, surtout pour les plantes potagères. Et donc là, c'est d'inviter les citoyens, donc c'est plutôt pour toucher les jardiniers privés, citoyens, les inviter à les cueillir et prendre des graines, et puis les déposer à la médiathèque et reprendre ce qu'ils veulent pour mettre dans le jardin. Et l'idée qui va avec, c'est aussi de planter, de semer ces espèces autour de la Maison de la Nature pour montrer à quoi elles ressemblent et donc donner une indication, donner envie aux jardiniers de les mettre chez lui. Donc c'est un projet qui est tout récent, hein, mais jusqu'à maintenant, on a combien d'espèces là? On en a, je pense, une dizaine ou une quinzaine déjà qu'on peut. Donc venez visiter la Maison de la Nature. L'appel est lancé. Alors on en vient aux questions. Alors il y avait monsieur là-bas qui avait une question, qui voulait, je pense, réagir à la forêt. Hein. Alors, attendez le micro, oulala. On ne va pas vous entendre sinon. Non, bah, c'est tellement plus convivial si on s'entend. Allez-y. Non, je voulais effectivement réagir, quoi. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'une forêt qui n'est pas exploitée n'existe pas et qu'elle finit par mourir. Il faudrait quand même que l'homme se rappelle que la forêt a préexisté légèrement avant lui et qu'elle lui résistera probablement aussi. J'aurais dû parler de gestion, mais pas d'exploitation. Ça ne change rien, hélas. Mais la gestion de la forêt, si elle a, je pense, un impact sur la vitalité non. Allez vous promener dans un milieu tropical et vous verrez le résultat. Messieurs, moi je veux bien qu'il y ait un échange, mais écoutez-vous au moins, et puis après on enchaînera parce qu'on n'est pas tout à fait en milieu urbain là. Mais... C'est justement parce que j'écoute que je réponds. Allez-y. Non, mais j'ai pas... C'est bon. Donc, le débat est clos. Bon, madame, attendez, il y avait madame, je crois, ici, et monsieur après là-bas. Et oui, si vous pouvez vous présenter, enfin, si ça a une utilité que vous vous présentiez, n'hésitez pas. Hein. Ouais, peut-être une petite utilité, oui. Jocelyne Duret, je travaille Jocelyne Duret, je travaille pour la métro dans un bureau d'études d'aménagement public. Je réagis à Martin, ça n'a pratiquement rien à voir. Sur la grénothèque des plantes sauvages de la MNEI. En fait, j'y suis allée, il y a peu de plantes sauvages encore dedans. Il y a beaucoup de plantes ornementales, donc il faudrait peut-être faire 2 grénothèques ou bien en enlever une bonne partie, quoi. Voilà. Ceci dit, s'il y a 10 espèces actuellement, on peut encore rectifier le tir. Hein. Non, mais effectivement, en fait, il y a une grénothèque de plantes ornementales et potagères qui existe et un autre bac contenant les plantes sauvages. Et depuis un mois, et il se trouve qu'avec les rencontres botaniques, on les a pris pour les déplacer, pour les mettre sur les stands, dont notamment demain, elle sera présente au Jardin des Plantes, si vous voulez venir voir la grénothèque. La grénothèque d'espèces sauvages, c'est tout récent, vraiment, ça a quelques semaines, j'aurais peut-être pas dû en parler. Si, non, c'est bien, puis vous pouvez en plus l'alimenter. Alors il y avait monsieur là-bas et puis monsieur devant après. Oui, Pierre Renaud, paysagiste, maître d'œuvre. J'avais une question sur le végétal local. Ce matin, on a eu un intervenant, il y avait Patrice Prunier, qui, il me semble, à un moment a dit que dans le canton de Genève, il était interdit de mettre des plantes exotiques. Ça m'a étonné et j'aurais bien aimé avoir des précisions, si c'était le cas, depuis quand c'était le cas, comment ça avait pu être mis en place, d'un point de vue politique, enfin législatif aussi, et avec toute la filière horticole, les producteurs et les pépiniéristes. Emmanuel Fabre, je rappelle que vous êtes à la direction générale de la nature et du paysage au canton de Genève. Allez-y. Ça tombe bien. Alors effectivement, on a en Suisse une obligation légale depuis 2006 qui s'appelle l'ordonnance sur la dissémination des espèces, donc qui explique très clairement qu'on n'est pas censé introduire d'espèces qui n'ont jamais été connues sur territoire suisse, et introduit aussi tout ce qui est espèces exotiques envahissantes, avec une liste d'espèces qui sont censées, je dis bien censées, je mets des guillemets, être interdites à la vente, à l'utilisation, à la plantation, à la dissémination. Donc c'est quelque chose qui existe, qui, à l'heure actuelle, n'est pas mise en œuvre, enfin, pas vraiment, on va dire,
parce qu'effectivement, on n'a personne qui est là pour mettre en œuvre tout ça. Donc à Genève, on a une démarche qui est en plus encore un peu spéciale, parce qu'on a 95% de nos frontières qui sont avec la France et pas avec la Suisse. Donc interdire la vente d'un Buddleia à Genève n'a pas tellement de sens. Si monsieur peut prendre sa voiture et aller chercher juste à côté. Donc on a pris ça dans l'autre sens, où on valorise les espèces indigènes au profit, pour les aménageurs et les paysagistes, et monsieur tout le monde accessoirement. Et donc on a pris ça dans ce sens-là, parce que si on veut interdire la vente de ces espèces, c'est-à-dire qu'il faut contrôler aussi Internet, qu'il faut contrôler les services douaniers, et puis effectivement, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Alors avec les producteurs, on a notamment un producteur qui fait des arbustes genevois. Donc on a quelqu'un qui produit, qui bouture, qui cultive tous les arbustes indigènes à Genève, originaires de Genève. Monsieur. Oui, bonjour, Pascal Condroyanis, j'ai travaillé au Conservatoire botanique national alpin. Vous avez introduit le débat avec Nathalie Machon, vous avez un petit peu conclu avec peut-être Claude Boutron sur la thématique de la juste place de la nature en ville. Vous en avez cité un certain nombre d'avantages incontestables. Je m'interroge sur le côté un petit peu plus sombre de ce genre d'affaires, en particulier en matière d'écoquartier, de tout ce qui est aménagement neuf. Si l'on veut un petit peu aérer, déconcentrer la ville, on consomme de l'espace, on fragmente, on va taper dans des habitats qui ont, en termes de biodiversité, je ne parle pas de la biodiversité des allées de cimetières, un intérêt majeur. Et donc, je me demande comment est-ce qu'on peut résoudre cette contradiction qui n'est peut-être qu'apparente entre vouloir faire la place de la nature en ville et puis ne pas trop impacter ce qui a pu être préservé à sa périphérie. L'exemple de Gap est particulièrement éclairant. J'ai entendu Claude Boutron dire qu'il était malheureux que peut-être il soit au niveau réglementaire contraint de densifier la ville. Moi, je crois que dans le cas de Gap, il faut densifier la ville. Il faut remettre de la ville dans la ville quand on a la chance d'avoir une commune de 11 000 hectares qui est aérée et où il y a de l'espace agricole et de la biodiversité intéressante. Si l'on fait des pavillons, même si on les baptise écoquartiers, un petit peu sur tout le territoire qui consomme beaucoup plus de place par tête de pipe, en créant autour un genre d'ersatz de biodiversité, je ne suis pas sûr qu'on ait atteint les objectifs qu'à ma très modeste échelle, je juge prioritaires. Là. Il me semble qu'on va vers une banalisation de la biodiversité et des impacts très importants. Roger Martiaux prend le micro et après on donne la parole à Lucille Lheureux et à Claude Boutron. Oui, je voudrais féliciter tous les acteurs ici pour toutes ces initiatives pour faire rentrer les espèces sauvages dans la ville. Je crois qu'il faut continuer et effectivement les habitants en ont besoin. À ce propos, je pense que c'est bien de redécouvrir un ethnobotaniste qui s'appelle Pierre Liotagui et qui avait fait une exposition qui s'appelle Les Plants de Compagne et qui avait été réalisée à Genève et qui parle de la plante compagne de merveilleuse façon. Par contre, l'utilisation de la biodiversité telle qu'elle a été utilisée, et notamment de cœurs de biodiversité, me choque un peu et j'ai très peur dans la communication auprès du grand public qu'on explique que finalement il y a autant de biodiversité en ville que dans les réservoirs de biodiversité, les réserves naturelles, etc. Je pense que les deux sont intéressantes, mais pas de même nature. La biodiversité, ce n'est pas que les espèces, mais c'est aussi la qualité des écosystèmes. Or, en ville, il y a assez peu d'écosystèmes en bon état de conservation, à part les mares, à part les arbres têtards, qui peuvent être considérés comme des écosystèmes à eux tout seuls. Donc, je pense qu'il faut trouver des termes et vraiment garder, dans le PLUI, par exemple, le terme de cœur de biodiversité aux SNIEF, aux réserves naturelles, aux espaces naturels sensibles, etc. Allez, première série de réponses sur la densité et la biodiversité, Claude Boutron. Oui, je crois que, j'ai bien entendu ce qu'a dit Pascal, là. Je crois qu'effectivement, il y a une incompatibilité. Donc, les lois récentes, en fait, essayent de réduire un petit peu ce qu'on a pu observer à certains endroits, de mitage un peu de l'espace agricole autour des villes et aussi de problèmes énergétiques pour les transports entre les lieux de résidence et les lieux de travail. Et donc, la loi nous oblige à densifier. Et donc, le SCOT du Pays Gapençais reprend ses obligations de densification.
Et c'est comme ça que sur Gap, par exemple, aux Essanières, là, on va avoir un nouveau lotissement qui est extrêmement dense et les riverains autour sont fort mécontents. Donc on est sur des situations un peu difficiles. Alors ça, c'est on densifie, mais bon, en densifiant, on va perdre aussi, c'est-à-dire qu'on va densifier beaucoup en fait. Le Scott Garpensier oblige à une densification beaucoup plus importante que ce qu'il y a actuellement. Donc attention à ce qu'on n'aille pas trop loin dans un sens. Donc c'est bien de ne pas faire de mitage urbain sur des bonnes terres agricoles, mais attention à ne pas tomber dans l'excès opposé, c'est-à-dire de trop densifier, et notamment la suppression des coefficients d'occupation des sols peut être assez redoutable. Mais Claude Monsieur disait, sans vouloir caricaturer son propos, quand on a la chance d'avoir des espaces naturels et agricoles aussi nombreux à proximité du cœur de ville, c'est pas très grave d'hyper-densifier le centre-ville. Ça, il faut l'expliquer aux citoyens, c'est-à-dire que si on va en réunion publique, que le maire ou un de ses adjoints va en réunion publique expliquer ça, je ne sais pas s'il aura un franc succès. C'est-à-dire les gens quand même font attention aux nuisances qu'il peut y avoir entre un habitat, celui qui est juste à côté, les problèmes de nuisances sonores, etc. Donc ça, c'est la théorie ici sur une estrade, mais quand on est le maire d'une ville et qu'on va expliquer ça aux concitoyens, c'est moins simple. Claude, vous passez le micro à Lucille sur la densification. Oui, je pense que c'est l'enjeu des villes du XXIe siècle et qu'on ne peut pas dire que c'est une incompatibilité entre les enjeux. Je pense qu'on ne peut pas dire ça parce qu'en fait, on devra le faire. Donc, on ne peut pas se contenter de dire que c'est compliqué, difficile ou impossible. On est face à ça et il va falloir qu'on le fasse le mieux possible. Monsieur Boutron dit, excusez-moi, c'est des objectifs qui sont antinomiques. On ne peut pas vouloir défendre la biodiversité. On ne peut plus dire que c'est antinomique parce que c'est l'enjeu du XXIe siècle. Alors si on continue de dire que l'enjeu du XXIe siècle, c'est un truc paradoxal, antinomique et duquel on ne peut pas se saisir, ben juste on reste, on regarde et on ne fait rien. Donc aujourd'hui, on sait que c'est possible de rendre compatibles ces enjeux-là. On a plein d'endroits où c'est fait, on a plein d'exemples où c'est réalisé. Donc il faut arrêter de dire que c'est antinomique et que ce n'est pas possible. Il faut juste prendre les bons exemples. Donc déjà, c'est quelque chose qui sur la manière d'aborder les choses, il faut aussi se dire que ça devient la norme, de rendre compatibles enjeux biodiversité, enjeux environnementaux, enjeux de qualité de vie et densité. Parce que dans une ville comme Grenoble ou dans les métropoles, et on sait bien que le phénomène de métropolisation, c'est-à-dire d'agrégation des activités et des humains dans des grands centres urbains, on sait qu'on est en plein dedans et que ça ne va pas se stopper. Donc il faut que nous, on veille à préserver nos périphéries et notamment notre foncier agricole. Enfin, sur des métropoles comme Grenoble, on ne peut pas faire autrement que de vouloir préserver à la fois le foncier agricole et bien sûr les espaces naturels et bien avoir les deux autour de nos villes. Et à la fois avoir des objectifs de construction ? Bien entendu qu'il faut des objectifs de construction. La problématique du logement, elle est fondamentale dans nos villes. On ne peut pas l'écarter. Maintenant, c'est comment est-ce que cette densité d'habitat, elle est vivable, socialement acceptable et environnementalement durable. Et on a plein d'outils pour ça. Il faut juste savoir s'en saisir et ne pas rater le coche quand il se présente à nous. On a les zones d'aménagement concertées desquelles on peut faire quelque chose de bien quand on a un peu de volonté et quand on ne lâche pas. Sur Grenoble, on a la ZAC Flaubert, où je me suis heurtée il y a quelques jours encore, bien sûr, à avoir en face de moi le directeur de la SPL d'aménagement du coin, qui n'était pas super enchanté, alors que bien sûr il partage mes opinions politiques, qui n'était pas super enchanté quand je rappelais qu'il y avait des objectifs notamment de végétalisation, d'agriculture urbaine, et qu'il fallait le mettre là maintenant tout de suite dans nos cahiers des charges et ne pas arrêter. Mais ça me permet de faire le lien avec deux choses que je voulais dire et que j'ai pas eu l'occasion de placer dans la discussion, qui sont le fait qu'on parle... Non, c'est pas forcément de votre faute, c'est peut-être de la mienne, j'ai pas été assez habile. On est aujourd'hui en table ronde pour discuter de la place de cette flore sauvage dans les politiques publiques. Et le politique, c'est la parole, c'est discuter, c'est avoir des objectifs, c'est définir des enjeux, d'accord, mais c'est faire quand même. Et en fait, c'est pas moi qui fais. C'est pas moi, petit élu local, qui agit, c'est vous. Et là-dessus, les politiques, ils sont néanmoins toujours, malgré toute leur volonté, dépendants du technique. Et donc, je pense qu'il y a un gros enjeu à ce que vous portiez ces enjeux le plus possible auprès de vos élus ou des élus que vous pouvez côtoyer, etc. Parce que moi, aujourd'hui, ma principale difficulté, c'est quand je passe une commande, quand je fais une demande et quand je donne des enjeux et que la personne en face me dit « Non, mais c'est pas possible, non, mais vous savez, c'est compliqué, puis en plus, ça coûte cher, et puis moi, je sais pas faire. » Et en fait... il y a vraiment cet enjeu-là
que côté technique, ce soit des choses qui soient prises en compte. Et une autre difficulté sur la place de la flore sauvage que j'ai pas dite et qui me semble importante, c'est que ça se joue sur l'aménagement. Et que l'aménagement, c'est quand même l'affaire d'urbanistes, d'architectes, de paysagistes, qui ont souvent un ego assez développé. Et non, mais souvent, j'ai pas dit toujours. J'ai rien dit. Il y a même dans cette salle des contre-exemples. Donc il y a aussi de la pédagogie à faire avec eux, c'est ça? Eh bien, il y a peut-être à porter collectivement le fait que ces métiers peuvent aussi évoluer et que c'est plus tellement la patte de la personne qu'on veut voir dans les aménagements, mais que c'est la prise en compte de ces enjeux. Et je pense que voilà, c'est aussi il y a une évolution à avoir là-dessus. Oui, je parle beaucoup, mais on est là pour parler. Oui, mais on est très en retard. On devrait arrêter. Sur la densification. Donner le micro à un élu, c'est surtout pas pour conclure. Jérôme, en 2 mots. En 2 mots. Oui, moi, je partage ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il y a besoin de mettre les gens autour de la table. Je parlais des usagers tout à l'heure. Il y a aussi effectivement dans les concepteurs, dans les penseurs, de mettre des architectes, les aménageurs, les professionnels autour d'une table pour partager effectivement de nouvelles manières de faire. Et à nous, politiques, d'apporter aussi un nouveau vocabulaire, je dirais, ce qu'on voit, les difficultés d'acceptation des populations à la densification, voilà, la ville qui se transforme sur tous ces aspects, que ce soit l'habitat, la mobilité et l'espace public en général. C'est une question de avec quels mots on décrit les choses. On est parfois confronté à des difficultés, les gens qui n'acceptent pas une trop grande hauteur d'habitat. Parlons de formes urbaines. Les mobilités, parlons effectivement de meilleure appropriation et meilleur partage de l'espace public. Et c'est comme ça qu'on va, au lieu de penser les choses comme une nouvelle contrainte, plutôt comme penser les choses comme une opportunité, une chance. L'aspect énergétique, j'en termine là. Quand aujourd'hui on a effectivement des objectifs ambitieux en termes de transition énergétique, c'est aussi un enjeu pour les populations de lutte contre la précarité énergétique. Comment on fait, en rentrant par ce biais-là, une transition énergétique heureuse, entre guillemets. Voilà. J'aimerais qu'on redonne la parole à Nathalie Machon pour réagir aux propos de Roger Martiaux sur la biodiversité, pas confondre biodiversité et écosystèmes, des écosystèmes qui sont particulièrement fragiles en ville. Voilà, j'aimerais qu'on conclue là-dessus. Évidemment, il n'y a aucune commune mesure entre la flore qu'on peut trouver dans des espaces naturels particulièrement préservés et ce qu'il y a dans un parc urbain, par exemple. Néanmoins, c'est quand même un cœur de biodiversité puisqu'il y a des espèces qui interagissent entre elles. Les écosystèmes y fonctionnent quand même d'une certaine manière. C'est pas le même fonctionnement, c'est pas le même habitat. On compare pas un champ de maïs, un parc urbain et le parc de la Vanoise, c'est évident. Néanmoins, la définition de la biodiversité, c'est un certain nombre d'espèces qui interagissent entre elles. On peut dire que dans les parcs urbains, il y a un certain nombre d'espèces qui interagissent entre elles. Voilà. Enfin, je ne sais pas si la définition a un grand intérêt. Ce qui est important, c'est de comprendre quelle est l'influence de ces habitats sur la vie des citadins, sur leur bien-être, sur leur qualité de vie, et enfin, sur la qualité de la ville, etc. Allez, table ronde très riche, grâce à vos interventions sur scène, grâce à vos interventions aussi dans la salle. Madame, en un mot, parce qu'il faut qu'on conclue, allez-y. Ça faisait un moment que je vous demandais la parole, je m'excuse. Mais on vous la donne. Il y a une personne qui a parlé de la ville en 1950, j'étais déjà née. À la place de la ville neuve, il y avait une ferme. Donc la biodiversité autour de cet endroit était certaine, on y allait beaucoup. Aujourd'hui, moi, je travaille dans un quartier qui a vu naître une coulée verte il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, oulala, avec tous les travaux, qu'est-ce qui va se passer pour les plantes? Et bizarrement, dans ma rue, elles sont apparues, enfin, ne sont pas apparues, parce que ça fait quand même 5-6 ans qu'il y a des phytolacs, de la bryone et plein d'autres choses, et qu'il y avait même des mauves en fleurs en janvier. Donc, merci pour ça, parce que moi, ça me fait du bien. Et puis, il y a quelqu'un qui a cité le bouquin de Pierre Liotagui, La plante compagne. Je pense que tous les gens ici devraient l'avoir lu, mais devraient avoir peut-être aussi lu un petit livre qui s'appelle « Le besoin de nature » et qui explique pourquoi
On a besoin de verdure, y compris dans les villes. C'est un bouquin de Roland de Miller et je pense que vraiment, ça fait partie des petits bouquins à mettre sous l'oreiller, tant les références à l'intérieur sont importantes. Merci. Eh bien, madame, ça fait une parfaite conclusion. J'allais dire que cette table ronde avait aussi été optimiste. Encore une question, mais on va passer la nuit ensemble. Hein. Madame, pour conclure en un mot, vraiment. Mais c'est bien, hein. Allez-y. Bonjour, je suis Céline Ouedraogo de l'Union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc, je venais dire que ces conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement qui sont pratiquement dans tous les départements de Rhône-Alpes, qui ont été créés suite à la loi sur l'architecture de 1977, sont vraiment en plein dans cette démarche-là. Donc, en termes de pédagogie, aussi bien envers les élus qu'envers tous les publics et surtout les scolaires. Donc, ça, c'est un point. Et un deuxième point qui est tout à fait dans l'actualité de ce dont on discute aujourd'hui, c'est que nous travaillons actuellement à l'échelle de l'Union régionale avec les LPO et la FRAPNA sur la trame verte et bleue en Rhône-Alpes. Donc la prise en compte de cette préoccupation environnementale-là, aussi bien dans les espaces urbains que périurbains. Donc le travail en ce moment, c'est d'essayer de savoir comment aujourd'hui on peut prendre en compte cette trame verte et bleue, aussi bien sur les espaces urbains que périurbains, et quelles sont les préconisations qu'on peut mettre en place pour qu'elles soient effectivement prises en compte dans les documents d'urbanisme. Autre chose, sur les appels d'offres, quand on regarde sur les aménagements urbains actuellement, il y a systématiquement des paysagistes qui font partie des équipes. En tant qu'urbanistes, ce sont des équipes pluridisciplinaires, aussi bien architectes, urbanistes que paysagistes. Donc vraiment, c'est une évolution très sensible. Voilà. Allez, on n'a que les bons dans la salle, Lucille, vous voyez. Non, allez, merci pour ce dernier message, un message d'optimisme, encore une fois, hein, qui nous montre bien que celles qui étaient des indésirables hier c'est spontané, méritent qu'on s'occupe d'elles et qu'on s'intéresse à elles. Elles nous font un clin d'œil chaque jour quand au détour d'une rue, sur un trottoir. Donc évidemment, on a tout intérêt à les faire connaître, à les connaître pour mieux les défendre. Vous allez poursuivre vos réflexions dans un instant avec la conférence de 17h30 sur la flore urbaine et l'implication citoyenne avec Nathalie Machon. Vous reviendrez sur le programme sauvage de ma métro ou de ma ville. Vous vous interrogerez aussi sur les plantes qui peupleront nos rues dans 20 ou 30 ans. Merci à tous de votre présence et évidemment les rencontres botaniques se poursuivent. Excellente fin d'après-midi.